Bon, Nicolas, qui es-tu? Est-ce que tu peux te Waouh! présenter auprès, alors qui es-tu? Question très vaste évidemment, mais est-ce que tu peux te présenter auprès des abonnés qui te connaissent pas forcément? Alors vous pouvez me connaître via Tsunami, donc le média que j'ai fondé il y a 4 ans et demi de cela. Donc Tsunami, c'est une revue, critique et thématique. On publie des numéros, sur le cinéma, enfin en lien avec, le cinéma, donc tous les 3 mois. Là, actuellement, on est sur un numéro qui s'appelle, si je vous dis pas de bêtises, on est toujours sur le numéro qui s'appelle Silence. Ouais, Et donc en bien fait, dit. on part d'un thème très polysémique pour pouvoir parler de tout un tas de choses, de cinéma de patrimoine, expérimental, voilà. Et on sort notre prochain numéro normalement en septembre. Et à côté de ça, on a développé une partie actualité sur le site où on parle plus rapidement en fait du cinéma parce que comme c'est des numéros trimestriels, on a un temps de décalage qui devenait de plus en plus gênant avec Tsunami. Et avec la partie actualité, du coup, on peut réagir beaucoup plus vite. Et donc là, par exemple, on a récemment sorti un très grand dossier sur Edward Yang, Tout à fait. cinéaste taïwanais qui a été remis à la lumière des salles et la lumière tout court via Carlotta, qui ressort certains de ses chefs-d'œuvre qui n'étaient jamais sortis en France et qui ressort une copie restaurée de Yi Yi, son dernier Son film sorti en chef-d'œuvre. 2000 et qui est très souvent considéré comme étant son chef-d'œuvre. Voilà, pour aller très vite sur Tsunami, Notamment, il y a une interview de Thierry Desperetti, qui ouais, est alors ça, pareil, très, très grande fierté. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire avec Tsunami, mais faire parler les cinéastes d'autres cinémas, d'autres cinéastes. Et là, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est un niveau de je pense, de consécration pour le média qu'on a créé. Enfin, moi, là, c'est là où je suis particulièrement fier. Et en plus de ça, Thierry de Peretti, c'est un cinéaste qu'on adore et qu'on défend depuis plusieurs films. On avait déjà eu un entretien pour la sortie d'À son image. mmh, Et il nous avait déjà parlé d'Edouard Yang. Et donc là, il a pris 1 heure de son temps pour parler avec nous d'Edouard Yang. Et en fait, ça permet de créer des ponts d'une manière beaucoup plus profonde, quoi. Parce que là, on voit vraiment comment, dans l'activité même cinématographique, ça se passe une référence. Parce que dire oui, c'est ma référence. Ça veut tout dire et rien dire, quoi. mmh. Là, il y a 45 minutes de comment c'est une référence pour quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est beau. Et pour aller très vite aussi, pour finir sur Tsunami, on a essayé de créer un espace qui nous ressemblait parce que il semblait nous manquer cet espace-là dans la critique. C'est-à-dire que quand on a commencé à écrire, donc en 2021, on voulait mêler comme ça différentes manières d'approcher le cinéma, que ce soit déjà par l'étendue de ce qu'on traite. C'est-à-dire qu'on est autant intéressé par le cinéma expérimental que par le cinéma d'auteur, que par un certain cinéma populaire. Mmh. Et en fait, faire coexister les trois ensemble, on ne trouvait pas de case où ça existait d'une manière satisfaisante et dans laquelle on pouvait rentrer à notre tour. Donc, Parce que moi, de ce qu'on avait discuté un peu, c'est que, en gros, il y avait les cahiers du cinéma qui avaient pris une autre direction. Moi, je connais pas trop exactement, comment ça se passe au ouais, sein donc, des bah, en cahiers, fait, mais si tu veux, c'est que, alors je sais pas quel âge a le chat dans l'ensemble, mais nous, grosso modo, on tourne autour des années 2000 en termes de naissance. Et donc en fait, devenant cinéphile dans les années 2018, 19 par là, mmh, on a été un groupe de copains en fait à beaucoup apprécier la ligne des cahiers de l'époque qui était tenue par Stéphane Delorme. Et en fait, les cahiers de Stéphane Delorme cessent en 2020 et la rédaction suivante prend place. Donc, en fait, on s'est la première figure un peu qui nous a vachement impressionné, intéressé dans la critique, qui nous a amené à ça, à arrêter d'écrire. Et donc en fait, on s'est dit dans un geste un peu poétique que à notre tour, il fallait qu'on s'y mette. Mais en fait, ça c'est avec aucun rapport vis-à-vis de la rédaction suivante qui a fait des choses qu'on continue de suivre oui. au De toute façon, quotidien, tout ça faut quoi. C'était continuer vraiment dessus, j'ai envie de dire, les d'une cahiers manière étaient réactionnaire. Enfin voilà quoi, c'est à notre tour de nous y mettre. Et voilà, donc du coup, puis même, enfin, on pouvait pas rentrer à 15 au cahier, enfin, oui, ça se normal. passe pas comme ça. Donc, Donc autant faire les ouais, donc, trucs, dans votre coin et être moins, dépendant aussi, d'une pression du marché. Enfin, comme vous dites, il y a des ouais, sujets c'est ça. d'actualité, mais il y a pas que ça.
Donc il y avait tout le moment à Cannes, ça, de toute façon, on a fait des émissions ensemble lors de Cannes, Oui. donc des émissions très chouettes. Et vous êtes également sur Twitch. Moi, j'ai fait un petit shout-out si jamais les gens veulent suivre, évidemment. Ça nous est arrivé. Bon, là, on essaye de le relancer chaque saison, mais alors déjà qu'on ait des glitches en informatique, ça n'aide pas. Faudra que je vous Mais fasse oui, de nos côtés, on des pourrait tutos. Twitch, Je vous ferai voilà. ça. Donc ça. Et après, ce qui nous plaisait aussi, c'est que du fait d'avoir créé cet espace-là, on peut le remplir comme on veut. Et nous, on a mis un certain point d'orgue à proposer des formes différentes. Donc en Mm. fait, sur nos enfin, sur nos 16 numéros, sur notre actualité, on a eu des entretiens très très longs, on a pu faire des haïkus, on a pu faire des lettres d'amour, des articles, des critiques, des brûlots. Voilà, donc en fait, la vitalité de la critique nous semblait aussi venir d'un pluralisme de la forme. Ben voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait des revues papier, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de faire en fait tout ce qui nous semble important et au moment donné pertinent pour nous. Mm. Donc, et en fait, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut faire un point à la fois sur où on en est nous dans notre cinéphilie, dans notre rapport à l'écriture, et comment en fait être en rapport avec le présent, quoi, tout simplement. Tu vois, les reels, on n'a pas du tout enfin, une appétence ou la beauté, ou la capacité comme ça à être naturellement super fort en reel. Bon, ben en fait, à Cannes, c'est comme ça que c'est le plus facile et le plus pratique d'être dans le temps. Ben, on s'y met en fait. Mm. Puis vous avez fait des Donc voilà. interviews, notamment, c'était Christophe Honoré également, enfin, Ouais, c'est ça. je sais plus le nom des frères qui ont fait le roman de Jim, il me semble Ouais, aussi. les Larieux, on Les les avait eu en Larieux, voilà, entretien. j'allais dire les Darieux, non. Mais, mais oui, tout à fait. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont à la fois dans le temps et en même temps des moments où se poser également pour discuter. Je sais qu'il y avait tout un édito, je crois que c'était c'est justement dans Plouf, sur la manière, enfin dans celui-là du coup, Ouais, sur c'est ça. la manière de mener les interviews, etc., qui est Ouais, bah, assez passionnant. l'édito, c'était moi qui l'avais signé parce que, en fait, c'était un moment où on avait publié l'entretien d'Iwan qui avait un petit peu Ouais, explosé. Et en fait, bah, c'était en septembre dernier, quoi, grosso modo, où le film d'Emmanuel sortait. On n'avait pas aimé le film, on avait rencontré Audrey Diwan, ça avait donné un entretien qui avait eu beaucoup de retentissement. oui. Et en fait, dans la même période, moi j'avais interviewé Francis Ford Coppola. Mm, Ça avait aussi eu des retentissements parce que en même temps il y avait des histoires pas claires sur le fait qu'il aurait peut-être attouché une figurante, oui. enfin tout ça. Et en fait, ça me semble intéressant et important de revenir sur qu'est-ce qu'un entretien journalistique, enfin quelle est la posture du journaliste dans une posture d'entretien. Et en fait, voilà, comme ça, on peut aussi dire quelles sont les leçons qu'on a retenues de la pratique de l'entretien, qui est une forme littéraire, journalistique, critique particulièrement essentielle. Donc sur ça, il y a toute une théorie sur le fait que c'est Truffaut qui invente le grand entretien avec Mm, Hitchcock et tout ça. oui. Et en fait, la pratique de l'entretien, c'est presque la finalité de la critique, quoi. On écrit pour parler avec des gens, pour dialoguer. La critique, c'est un dialogue. Le lecteur finit seul et en silence. Mais enfin, tu vois, même là, nous, Oui. le plaisir qu'on a, c'est de parler de cinéma. C'est pour ça qu'on fait de la critique, quoi. Bah, bien sûr. Les Donc, bingos en soi, c'est des on va- entretiens aussi. Enfin, oui. C'est ça le truc. donc, comme on estimait avoir appris quelques tips pour les entretiens, ça me semble important de pouvoir les partager parce que, bah, pareil, quoi, la deuxième valeur de la critique, ça doit être le partage, j'imagine. Oui, forcément. Forcément, c'est quand même Donc ce voilà. truc où effectivement ça reste la grande qualité du critique, c'est de faire en sorte de créer un espace pour pouvoir juste discuter de cinéma et discuter au-delà de l'actualité du film qui vient de sortir. Et c'est aussi là le piège, hein, quelque part, parce que là ça demande aussi dans le chat, c'est quoi la différence entre un critique et un journaliste sur la question de l'entretien par exemple. C'est quand même aussi ce truc du être dans l'actualité, dans la sortie du dernier film, etc. Et souvent, les acteurs et les gens qui sont vraiment autour du film pour faire les interviews, en fait, ils sont que dans leur film qui vient de sortir et ils n'arrivent pas à en sortir, quoi. Donc bon, c'est pas non Ouais, plus. mais c'est pour ça qu'en fait, il y a tout un champ comme ça de nuances qui a apporté. Par exemple, je pense que ce qui a permis que l'entretien avec Audrey Diwan soit particulièrement intéressant, c'est qu'on est arrivé après la période de promo presse. Mm, Donc en fait, elle a fait toute sa promo pour que le jour de la sortie, tous les médias sortent les articles en même temps. Donc c'est pour ça que chaque mercredi,
Là, par exemple, pouf, mercredi, on va avoir Juliette Ducournau partout sur nos Ouais, réseaux. C'est normal, c'est comme ça que fonctionne la stratégie marketing d'un film, et il n'y a pas de raison que ce soit autrement. c'est sûr. Mais quand du coup, nous, on arrive avec un délai différent, euh, en fait, même le temps de la réception presse et du début de la réception publique pour le ou la cinéaste vient d'être fait. Donc en fait, on attrape Audrey Diwan à un moment où elle commence à avoir une vision sur comment a été reçu son film, ce qui en a été compris, pensé et tout ça. Et en fait, on a une disponibilité plus large parce que du coup, avec elle, on a eu un entretien, je crois, d'une heure et quart. Si on l'avait demandé au moment de la sortie du film, on nous aurait dit lol. Oui, On aurait dit ouais, c'est ça cinq va 1h30, minutes quoi. comme ça, entre deux Pas interviews. forcément ça, mais bon, pas 1 heure, quoi, ça c'est sûr. Oui, voilà. Et après, bah, du Là, coup, en plus, oui, le contexte, c'est une sorte de post-mortem du film, de enfin, pas qu'est-ce qui a foiré, mais qu'est-ce qui a mal été compris, parce que le film a globalement assez mal été reçu de ce que j'ai pu en voir. Donc voilà, c'est aussi ça. ce genre de discussions-là, qui évidemment sont Donc vraiment voilà. Et bon, et extrêmement après, sinon, importantes. à côté Pardon. de ça, j'écris à Première dans un rock. Mm. Et ça aussi, je trouve ça intéressant de montrer comment, ben, en fait, la même personne peut avoir une plume, un style littéraire complètement différent selon les médias. Mm. Ce qui prouve aussi que la pluralité des médias est tellement essentielle, quoi. Enfin, donc Tout voilà. à fait. Mais et moi du coup, alors avant de rentrer un peu dans ton bingo, toujours la question que je pose à tout le monde, comment est-ce que tu es devenu cinéphile? Et alors, je crois que c'est une case de mon bingo, mais je vais être insupportable. Alors, je suis désolé d'être insupportable. Vas-y. Euh, alors, moi, c'est quelque chose de très récent, en fait. Hmm. C'est-à-dire que j'ai fait des études de droit et de philo en licence. Donc, Pas du tout études de bah, cinéma, enfin, ouais. non, mon premier projet, c'était de monter à Paris, parce que je suis originaire du sud de la France. Ah, d'où? Et entre Nîmes et Avignon, Ok. dans le C'est pas Gard. loin. Pas loin de chez moi. Ah ouais? Marseille. Ah ouais, bah voilà, on a 1h30, je pense, par Oui, là. c'est ça. Donc, le premier projet était de monter à Paris, et moi, j'avais tenté Sciences Po, pareil en terminale, ne sachant pas trop quoi mettre derrière l'étiquette, mais ça me semblait être, enfin, la pluralité de l'école m'intéressait à ce moment-là. Et bah, la première étape de l'entrée en cinéphilie, c'est MK2, qui faisait des places à 4,90 par semaine. Et en fait, d'un coup, avoir accès à des cinémas bah, à 20 minutes en métro, où tu peux y aller tous les jours si tu en as envie, où ça coûte pas forcément cher. Bon, bah, je suis pas devenu critique d'opéra, hein. Oui. Enfin, je pense que c'est un peu lié. Et voilà, donc j'ai commencé à aller un peu plus au cinéma. Et après, je traînais quand même pas mal sur Facebook. Enfin, moi, je suis vraiment de la génération Facebook. C'est très important parce que sur Facebook, il y avait Nerf des cinémas. Et comme ça, j'avais un peu commencé à faire des ciné-expériences, donc les séances de sens critique à l'aveugle. Hmm. En fait, de fil en aiguille, on s'était fait un groupe de copains et on s'était motivé pour aller au Festival de Cannes, donc en 2019. Et du coup, j'ai fait mon premier festival de Cannes cette année-là, en Cannes 3 jours. Enfin, pas du tout dans l'esprit de devenir d'un jour y aller en tant que critique, quoi. Et, il y a un film qui s'appelle Make to My Love Intermezzo. Voilà. Donc, et en fait, moi, à la base, j'avais même pas prévu d'aller le voir. J'avais rattrapé Mektoub, genre, ouais, ok, c'est cool. Enfin, Ouais, sympa. voilà. Voilà, non, vraiment, premier visionnage, 18 ans, ouais, c'est cool. Et en fait, j'ai une collègue, une copine à moi qui vient avec moi à Cannes et qui, elle, me dit, je vais là-bas que pour ce film. Hmm. Je dis, ok, cool. Enfin, bizarre de rater pas de film pour ça, mais chacun fait comme il veut. Et en fait, la séance de gala était à 22 heures. Et moi, je rentre, enfin, j'avais pas eu de place ce soir-là. Je rentre dans genre un film classique. Je crois que c'était un film russe, noir et blanc, enfin, vraiment le cliché ultime. Et je regarde mon téléphone pour l'arrêter. Et là, ma pote qui me dit, mec, j'ai eu 2 places pour la séance de gala, va chercher un costume. Du coup, je cours jusqu'à chez moi, je prends mon costume, je reviens. Et en fait, j'arrive en retard, genre à 2 minutes près à la séance. Genre, Hmm. je monte les marches de Tu loupes Cannes. Et les là, genre, logos. vraiment, l'équipe du film Ah. qui arrive en bas des escaliers pendant que je monte, quoi, tu vois. Hmm. Donc, j'ai assisté à la séance de Make to My Love Intermezzo. Parmi les Et 200 personnes qui ont pu voir le film dans le ah, mais monde, c'est quoi. pour ça que je suis insupportable de dire ouais, moi j'ai commencé ma cinéphilie avec Intermezzo. Enfin, Oh. vraiment insupportable. Et bah, en fait, ça a été la séance la plus importante de ma vie. Et le fait que le film soit invisible aujourd'hui a créé la légende autour. Mais en fait, je n'ai jamais ressenti depuis ce que j'ai ressenti devant ce film. Cette espèce de brouillage du temps. Enfin, vraiment, je suis rentré dans une espèce de transe où je ne savais pas si je dormais, si j'étais réveillé, si j'étais fatigué, pas fatigué. Enfin, ça a été vraiment une transe
Enfin, voilà, quelque chose. Et en fait, en sortant de là, Allociné, tu m'entends, hein, c'est Oui, bon? oui, je t'entends. Allociné doit avoir des rushs perdus de moi parce que tu sais, ils font les micro-trottoirs à la sortie Oui, où ils demandent l'avis des gens. oui, bah j'y Et étais. j'étais là, genre, je crois que c'était un peu bizarre et ça va un peu diviser. Je crois que j'ai plutôt aimé, mais je suis pas sûr de moi. Bon, voilà, maintenant, je suis à peu près sûr d'avoir beaucoup aimé ce que j'ai vu ce Hmm, jour-là. Et en fait, je suis revenu à Paris, genre, ok, ma licence, ça vire en cinéma, journalisme, je sais pas, mais je veux revivre ça, quoi. hmm. Donc, Et j'imagine t'as hâte du coup de Kanto Doué, évidemment. bah ouais, hein, on verra. Moi, je Donc, sais qu'il y a des gens qui ont pris leur place pour Locarno juste pour ça, quoi, quasiment, et qui ouais. avaient juste envie d'y aller juste pour ça. Mais oui, en tout cas, bah, c'est un bon début, je pense. Et je pense que beaucoup de gens se sont formés avec des films chocs, hein, ça de toute manière, avec, je sais pas, même des Titanes ou des trucs du genre, où c'est effectivement des gens qui. Enfin, des films qui ont extrêmement choqué les gens. Moi, je pense que c'était beaucoup ça aussi. C'était des films vraiment qui ont foutu des claques dans la gueule, quoi, forcément. C'est ça, enfin, après, c'est aussi pour ça qu'on va au cinéma, quoi, pour voir des choses qui nous font changer notre vie, changer notre manière de voir les choses et tout ça. Et tu vois, ne serait-ce que le rapport à la durée dans le film, avec une scène de boîte de nuit qui dure 3 heures. Enfin, en fait, le film dure 3h29 ou 3h30. Hmm. Et en fait, tu as 25 minutes de scène à la plage où tu es vraiment reparti pour un mektoub. Ouais, on va en boîte, ok, on va en boîte. Et là, en fait, la scène de boîte commence. Et alors après, enfin, on peut pas non plus comme s'il n'y avait pas un problème avec ce film, et enfin au moins juridique. Et en Oui. fait, cette scène de boîte, je crois que c'est que comme ça que Keshish l'avait décrite, pour ne pas dire défendue, au moment de la conférence de presse. C'est que comme le film est un intermède, n'est pas un des volets à part entière, le Keshish a fait une sorte d'expérimentation, donc enfin d'expérience cinématographique sur le désir, et il disait que c'était un film qui n'était parlé que de ça. Et en fait, du coup, tu as ce. Alors, j'ai plus leur prénom, je suis désolé, mais en gros, t'as la meuf et le mec qui sont en boîte, et en fait, le mec il fait que dire on va aux toilettes, on va aux toilettes, on va aux toilettes, viens, on va faire l'amour, viens, on va faire Hmm. l'amour. Et elle est en mode non, 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 non. Et en fait, la soirée continue, et en fait, l'épuisement des corps. Donc là, on a vraiment la thématique keshishienne, enfin, d'Abdelatif Keshish par excellence, qui rentre en compte. La musique qui te met dans un autre état émotionnel, de subjectivité. Enfin, bref, tu es dans un autre état, quoi. Et en fait, comme ça, la scène, enfin, le désir, l'envie monte comme ça au fur et à mesure. La fille dit non parce que son mari revient de l'armée le lendemain. Hmm. Et du coup, tu as cette même musique techno en boucle qui est vraiment le parallèle parfait musical à cette montée du désir, cette répétition, ce harcèlement, hein. Enfin, on peut parler aussi de Oui. harcèlement qui monte, et à un moment donné, ok, on y va. Et là, il y a la fameuse scène dans les toilettes qui a choqué Cannes, où Ophélie Beau est partie parce que justement, elle n'était pas d'accord avec le montage montré de cette scène-là. Hmm. Bon, et en fait, voilà, quoi, c'est vraiment cet épuisement des corps, mais qui touche même le spectateur, ce rapport à la durée, d'avoir fait comme ça une scène de boîte qui dure 3 heures, où en fait, tu perds toi-même la notion du temps. C'est vraiment quelque chose enfin, une qualité qu'on ne peut pas enlever au cinéma de Keshish, bien qu'on puisse évidemment la critiquer par Oui. d'autres points, hein. Et sur ça, bon, enfin après, c'est vraiment un cas unique dans l'histoire du cinéma, ce réal, parce que ses qualités sont intrinsèquement reliées à ce qui lui est reproché sur les plans Oui. juridiques. Bien sûr. Donc là, tu vois, la question de l'art et de l'artiste, elle est intrinsèquement Mais donnée, quoi. je pense que ouais, il y a beaucoup de cinéphiles qui se sont appuyés sur des réalisateurs considérés aujourd'hui comme problématiques, etc. C'est que vraiment, enfin, c'est aussi en défendant parfois ce genre d'auteur-là, euh, entre guillemets indéfendable, et même où on peut se dire est-ce qu'il y a besoin de défendre Keshish, des trucs du genre, que en vrai tu commences à te forger ton amour pour un type de cinéma ou pour le cinéma de manière générale. Mais ça peut être pour Keshi, ça peut être pour plein d'autres, hein, évidemment. Je pense aujourd'hui que voilà, des gens qui défendent Polanski ou Luc Besson, c'est un peu plus déjà moins pour les qualités cinématographiques actuelles que pour le film en lui-même. Mais je pense voilà, je pense à Sionno également, enfin des trucs du genre. Oui, évidemment, c'est des cinéastes. Où c'est assez compliqué de les défendre comme ça. Mais Keshi, j'ai l'impression qu'il y a un côté à part, quoi, vraiment extrêmement à part, quoi.
En fait, c'est intrinsèquement lié, c'est ça qui est particulièrement retors, voire particulièrement facile si on veut le cancel, quoi. Mais Hmm. parce que du coup, tu vois, l'épuisement des corps, on passe même par l'épuisement des acteurs et des actrices. Et il me semble qu'il y avait aussi des textes qui étaient sortis à l'époque pour dire que les conditions de tournage étaient aussi hyper compliquées dans le sens où pour filmer de telles scènes de boîte, en fait, on faisait boire les gens en Oui, permanence pour les laisser dans la vibe. Mais oui, évidemment que dès que tu as bu pendant 4 heures et que tu continues de tourner, peut-être que ton jugement, ce que oui, tu es capable, enfin ce que tu acceptes, change. Bon, là, il y a vraiment un cas pour le droit du travail, quoi, hein, ça. oui, évidemment, Par contre, je évidemment. rebondis sur ton chat qui conseille Cassavetes. Oui, C'est Wally vrai. Benz, C'est vrai, très c'est grand. vrai, c'est vrai. Très heureusement. Mais du coup, donc, ta cinéphilie a commencé sur les chapeaux de roue, et c'est ce qui nous donne donc ton bingo des films. Avec du coup, alors on peut commencer par ton film préféré de tous les temps. Donc c'est 4h44, c'est ça, Dernier jour sur Terre. Ouais, Juste, je te ouais. demande, avant de mettre la bande-annonce en fond pour que les gens captent, est-ce qu'il y a du cul dans la bande-annonce, à ton avis? Du cul? Ouais, parce que sur Twitch, tu sais, Non. ok. J'espère pas. Non, non. Donc, et du coup, pourquoi c'est ton film préféré, ce film-là? Bah, il en faut bien un, donc Oui. voilà. Non, mais en plus, je réfléchissais ce matin parce que je savais que tu allais me demander pour ça, normal. Et en fait, je voulais dire que la première chose qui, moi, me touche au cinéma, je pense finalement que c'est un rapport ultra concret et matériel à la chose. Et en fait, Abel Ferrara, son délire à lui, c'est, dans ce film-là en tout cas, qu'est-ce qui se passe si la fin du monde arrive demain matin à 4 heures du mat? Mm. Et là, c'est pas genre, ah oui, il y a des zombies, ah oui, il y a un truc nucléaire. Ouais. Bon, là, son principe, c'est à 4h44, on est tous morts. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu as des réponses très concrètes. Tu vois des gens bah, ne pas savoir. Tu vois des gens dire bah, je fais quoi? Genre, j'annule tous mes principes parce que je vais mourir demain. Enfin, du coup, en fait, Mm. la beauté. Enfin, là, tu vois, il paraît, là, dans l'extrait qu'on voit, il y a un mec qui s'est suicidé devant William Dafoe. Tu vois, Ouais. enfin, et en fait, mais je pense que c'est quelque chose que fait très souvent Ferrara et c'est pour ça que je l'aime. Mais tu as ce côté très concret aux questions qui se posent. C'est palpable. Donc, du coup, le film sort en 2012. Donc, Oui. y a aussi ce côté fin du monde qui est dans l'art du temps, tout ça. Mais t'as comme ça, ils sont hyper. En plus, ça te met vraiment face à des fragilités, quoi. Enfin, genre, enfin, qui n'est pas fragile face à une question comme ça? Mais du Oui. coup, évidemment que tu te poses toi-même la question et les non-réponses qu'ils trouvent parce qu'il n'y a pas de dénouement, enfin, il y a pas de résolution, Il n'y a ils pas meurent de tous bonne quand ou de même, mauvaise hein. façon d'aborder la chose, quoi. Et là, Évidemment. mais en fait, le film est comme ça traversé par des espèces de doutes vertigineux où d'un coup, tu as un personnage qui se dit putain, mais j'ai arrêté la cocaïne parce que genre, je reprends une trace avant de mourir. Ouais. Et en fait, il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Enfin, ça te met vraiment face à des choses hyper profondes comme ça. Et j'ai mis ce film parce qu'il en fallait bien et parce que je pense qu'on militera jamais assez pour le montrer. Et aussi pour montrer quand même, je pense, une texture d'image, un travail sur l'imagerie qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, d'ovationner au point de la mettre en film préféré. Mm. Et enfin, pour l'avoir représenté au Ciné-Club de Tsunami à l'époque, c'est vraiment impressionnant de voir en salle un film à ce point-là imprégné par Internet. Et on le voit déjà dans la bande-annonce, mais tu Oui, as plein oui. d'extraits d'écran. Notamment une séquence qui est assez folle sur laquelle un livreur, parce que du coup le couple que joue Willem Dafoe avec l'actrice dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il Shannon commande à Lay. manger. T'as le livreur qui vient leur apporter à bouffer. Déjà, rien que ça, tu vois comment il y a un Oui. rapport entre bah, des gens qui continuent de travailler, enfin, même tu te demandes pourquoi il les livre enfin, alors qu'il va Oui. mourir. En fait, il leur demande s'il peut utiliser Skype pour parler à sa famille qui vit dans un autre pays. Je crois qu'ils sont en Thaïlande, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, peu importe. En fait, tu te dis putain, mais oui, enfin, ça se passerait comme ça, j'imagine. Et du coup, tu vois, les écrans, là, t'as encore un écran. Enfin, Mm. et après, du coup, ça finit sur ce couple qui essaie de trouver une espèce de cocon dans l'art. Et en fait, la relation qu'a pu entretenir Willem Dafoe avec Abel Ferrara est magnifique. Elle s'est prolongée sur Tommaso puis Siberia, qui sont des films très importants pour moi, que j'ai très peu revus, mais auxquels je pense beaucoup. Et je pense que bah, la grande qualité d'un film préféré, c'est un film auquel on pense souvent. Mm. Et moi, par exemple, j'ai pas du tout l'habitude de revoir les films, mais il faudrait. Mais
Ah, pareil. Ces films, j'y repense souvent, quoi. Enfin, je me dis, j'aimerais être capable de pouvoir faire un film qui te met face à quelque chose d'aussi concret et d'aussi brutal que ça, quoi. Hmm. Donc voilà, mais C'est bon, c'est sûr que là, ouais, même ouais, le rapport à l'image du film, on dirait les débuts du numérique un petit peu crade, étrange, mais ça a l'air assez intriguant, quoi. Effectivement, dans ces aspects moraux, ça a l'air chouette en tout cas. Tu le vends bien, ça, ouais, parce que. puis bah, du coup, je pense que Ferrara, c'est un grand cinéaste de l'impureté. Hmm, Et pareil, quoi, enfin, moi, j'aime bien pouvoir aussi parler de films, tu vois, comme là, tu m'en donnes l'espace, de films contemporains. hmm, Parce que, enfin, moi, je trouve ça quand même très mortifère de n'avoir cité que des films de la première partie du XXe siècle. oui, Les gens font ça très bien et c'est pas grave. Si vous êtes à l'aise avec cette cinéphilie-là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais pas, ça me ferait beaucoup de peine de me dire que je n'aurais pas été contemporain de mon film préféré et que je ne découvrirai jamais dans l'actualité un film capable de rivaliser avec mon film préféré de tous les temps. Enfin, hmm, le cinéma est encore en vie, fait encore de très belles choses et bon, voilà, encore une raison de dire que 4h44, quand même, on a eu la chance de vivre à l'époque de ce film. c'est vrai, C'est quand même beau. c'est sûr, c'est beau. Meilleur script du coup, alors c'est Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, c'est ça? Ouais, c'est Deux. Vicente Minnelli. Hmm, Bah écoute, c'est un film qu'on avait découvert avec Grégoire de Tsunami à la Cinémathèque. Et en fait, c'est un film qui a déjà un titre absolument fou, oui, une affiche absolument folle. Et alors, je sais pas si on les voit dans la bande-annonce, mais en fait, tu as là c'est le quelques film plans complet. où on voit les. Ah ouais, bah, on va y passer un peu de temps, hein. Et t'as comme ça quelques plans en fait où les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont mis en scène, sont montrés dans un montage. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm, Et tu les vois là pendant quelques secondes comme ça. Et alors moi déjà rien que ça, oui, euh, waouh, waouh, c'est trop beau. Et en fait, ouais, on l'avait vu à la Cinémathèque et moi je connaissais très mal Minelli, je connais très mal le cinéma hollywoodien classique. hmm, Enfin, pour ça, je suis quand même assez content d'avoir accès à la Cinémathèque et de rattraper comme ça des gros films où je me dis que les voir sur mon ordi ou même sur un projo, vraiment on y perd quoi. tu vas être distrait. Et quoi? Que tu vas être distrait, etc. Tu vas te dire, oh, Ouais, 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 c'est ça. Et là, donc du coup, on va voir ce film en ayant les grandes lignes de Minelli, quoi. Mais pour aller très vite, Minelli n'est pas connu pour ses années 60. hmm, C'est un très grand cinéaste. Alors attends, que j'essaie de voir la page Wikipédia pour pas dire de conneries à côté, mais t'inquiète. il est quand même d'abord connu pour ses comédies musicales. Ouais, voilà, les années 40, 50, où il a fait ses films les plus critiqués, remontrés aujourd'hui, tout ça. Et en fait, dans la filmographie de Minelli, mais dans l'histoire du cinéma hollywoodien aussi, d'une certaine manière, tu as comme ça des espèces de pas de côté ou des écarts qui deviennent vraiment passionnants à regarder. Où là, tu vois, par exemple, tu prends les années 60 de Minelli qui correspondent à ces dernières années, puis après, il fera ouais, deux films dans les années 70. Hmm, Il fait un truc ultra psychédélique, ultra bizarre. Ça rompt avec l'image qu'on a pu se faire de lui en général. Et en fait, il reprend un film, enfin, un script tout à fait classique. En gros, c'est l'histoire d'une famille qui se déchire au moment de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que le début, là, qu'on voit, ça se passe en Amérique du Sud. Et en fait, un frère va travailler avec les nazis et l'autre avec la résistance française peu à peu. En fait, tu as comme ça deux frères qui vont immigrer sur le continent européen dans deux camps opposés. Et on se rappelait enfin, je me rappelle qu'avec Grégoire, vraiment, on était impressionné par la mise en scène du film qui est vraiment sublime. Et en fait, d'un coup, à la fin, t'as du coup donc du coup, c'est quand même une famille ultra aristocratique, bourgeoise, tout ça. Voilà. En fait, ils rentrent quand même ils vont faire la guerre, mais d'un point de vue administratif, quoi. Ils vont être dans les bureaux, ils vont pas du tout aller sur le front. Euh, non, le front n'est même pas montré du tout. hmm. Et en fait, t'as cette histoire d'amour qui arrive peu à peu avec le frère qui arrive en France. Et en fait, par amour, ce mec va rentrer dans la résistance. Et tu as un personnage, un résistant qui résiste bah, pour des raisons beaucoup plus concrètes et survivalistes que ce bourgeois.
Je me dis, mais mec, enfin, pourquoi tu rentres en résistance? C'est quoi Hmm. ton. Tu sais, presque en lui disant, moi, à ta place, je rentrerai pas en résistance, j'aurais d'autres choses à foutre, je serais aux États-Unis. Enfin, tu vois l'écart existentiel entre les deux. Et le mec lui dit, je ne sais pas. Hmm. Genre, enfin, et en fait, avec Grégoire, alors, du coup, pendant la séance, on était en mode waouh, trop beau. Et en reparlant, on s'était dit, mais il faut combien d'années d'études à la fac pour être capable d'écrire un truc aussi simple et aussi beau Oui. enfin, ça se. Voilà, donc, et en fait, je pense que c'est un truc que j'ai un peu notifié, mais quand je me rends compte comme ça en voyant des films que des choses très simples, très. Enfin, tu vois, là, c'est des. Je trouve que vraiment la limpidité de la mise en scène est vraiment une qualité particulièrement puissante chez un cinéaste. Et quand il est capable comme ça de te montrer une. Encore une fois, tu vois, as un vertige qui s'ouvre à toi. Ce mec est capable de. Ouais, de mettre sa vie. De mettre en jeu sa vie pour un enjeu amoureux. Et quand on lui demande le fond de la raison de cet enjeu, cet engagement politique, enfin, on parle de choses très fortes, quoi. Hmm. Et il te dit, je ne sais pas. En fait, c'est un truc où je me dis, mais je sais pas, enfin, moi, notre génération, j'en sais rien, enfin, on serait incapable d'écrire un truc aussi puissant. Hmm. Et après, bon, évidemment, tu dis ça pour dire, bah si, il faut, Oui, oui. voilà. T'inventes une Et raison même. voilà, genre, voilà, donc en fait, c'est limite même pas mon script préféré, mais le dialogue préféré de mes dernières découvertes cinéphiles, je pense que c'est ça, quoi. Et puis en plus, c'est une fresque, alors je sais pas toi, mais il y a toujours un plaisir à aller voir des fresques comme Hmm. ça, genre, tu sais, c'est dimanche, 14h, le thé, là, tu te dis, vas-y, pour 3h30, Oui. qu'est-ce que tu veux de moi, Minelli? Vas-y, Faut que ça soit tiens, une entre tes bonne mains, fresque, fais hein, ta parce vie. que si c'est un The Brutalist, quelque chose du genre, bon, ça ira. Voilà. Donc, mais bon, donc du coup, tu vois, enfin, là, tu es quand même entre les mains de l'un des très grands cinéastes hollywoodiens retenus par l'histoire officielle du cinéma. Mais c'est pas ces films des années 40 et 50. Tu vas dans une époque où du coup, tu as un Vicente Minnelli qui est vieillissant. Alors, j'ai pas du tout le contexte du film, mais j'ai l'impression qu'il a quand même un peu plus les mains libres pour faire ça, quoi. Et il fait un truc vraiment limite psychédélique, quoi. Et donc, du coup, ces quatre cavaliers d'Apocalypse qui sont convoqués au début du film, genre dès qu'ils apparaissent, c'est des Hmm. plans, mais furieux, quoi. Oui, Et clairement. à côté de ça, t'as des fondus où tu vois à la fois ouais, ça, là, les visages des Hmm. personnages qui sont dans des doutes existentiels impossibles. Tu vois les cavaliers arriver par moment. Alors, je sais pas si je peux te les envoyer quelque part. Je crois que j'ai fait un screen de Ouais, via de Discord, ce- tu peux. Alors, je ne En, dois alors, plus voir via le dans Discord. Général ou dans Bingo, je ne sais pas. Là où tu veux. Bingo, vas-y, je vais essayer. Je dois avoir quelque part les plans en question. Et ça m'avait tabassé, quoi. Enfin, et puis pareil, quoi, d'être capable de prendre une structure aussi classique pour lui faire incorporer des choses aussi, bah, encore une fois, impures, quoi. Enfin, Hmm. c'est pas du tout attendu là, et pourtant ça y est. Ça m'avait vraiment marqué. Ouais, alors attends, je vérifie. Les quatre cavaliers, ouais, c'est ça. Ça nous dit dans le chat revue de Tsunami, alors je sais pas qui c'est du coup. Dans le genre fresque en ce moment au cinéma, je conseille Bright Summer Day, mais plutôt le dimanche matin à 9h que le lundi soir à 19h, c'est vrai. C'est vrai. Ce genre de film là, effectivement, Ah oui, faut. Bright of Summer Day, donc du fameux Edward Young. Hmm. Voilà, donc c'est des captures d'écran. Alors, en fait, comme j'ai pu, hein, vous m'excuserez. Ouais, Et t'inquiète. enfin, voilà, Je ça vais mettre ressemble à ça ça. le film, quoi. Tac. Je vais mettre ça là. Donc, Normalement, on voit plus ta tête là, mais vous inquiétez pas, ça revient. Mais du coup, oui. Ah oui, effectivement. Bon, déjà, moi je suis très grand fan de cette époque-là où en fait, il y avait des machines à fumer dans tous les films. C'était incroyable quand tu voulais faire ce genre de film-là, ce genre de plan un peu onirique. C'était dingue. Mais ah oui, oui, effectivement. Et effectivement, c'est très très beau ça. Très très beau. donc voilà. Très bien fait, monsieur. Puis bon, l'occasion de pouvoir parler de ces grandes fresques comme on aimerait en voir plus souvent. Et puis pareil, quoi, c'est assez vertigineux comment dans ces grandes fresques, tu as des scènes ou des séquences qui semblent anodines ou développer très peu de choses et qui en fait avancent tous les pions, les préparent pour la suite comme ça. Hmm. En fait, je pense que ces cinéastes-là, arrivés à un certain stade de leur carrière, en arrivent à un niveau de construction par bloc séquentiel assez magistral. Et Hmm. tu vois, ça me fait penser par exemple aussi à la séquence dans La Porte du Paradis où ils sont diplômés à la fin de leur université.
Et t'as comme ça une espèce d'énorme parade. Et le truc, ça se développe, et tu vois, genre, plan séquence, paf, ça recule. Enfin, Hmm. tu te dis, putain, mais t'as l'impression de perdre, enfin, de te perdre dans la scène, que ça se dissout, ça pourrait durer 1 heure. Et encore une fois, quoi, c'est un rapport à la durée, hein, mais Hmm. vraiment, c'est trop fort, quoi. Bien sûr, bien sûr, Et bien sûr. du coup, alors, j'ai pas revu le film depuis 2 ans, mais j'espère avoir assez argumenté à pourquoi Oh, ça m'a plu. Mais clairement, hein. Bah, déjà en des fait, grandes voilà, fresques quoi. comme ça qui se passent à plein d'endroits et avec aussi ces questionnements moraux, je pense que ça intéresse les gens, mais effectivement, c'est le genre de film à regarder un week-end, soit très bien installé, soit à la cinémathèque, n'importe où, mais clairement, il faut s'intéresser, et surtout que, oui, enfin, c'est toujours ce qui est dur aussi quand tu découvres, parce que du coup, je sais pas si tu connaissais avant le cinéma de Minelli, moi je connais pas du tout, je crois que j'ai rien vu de lui. Mais clairement, c'est toujours ce qui est dur aussi quand tu découvres ce genre de cinéaste-là, c'est que tu dis, est-ce que je le prends par la fin pour voir un peu Ouais, ce qu'il a appris du cinéma entièrement, ou est-ce que je le prends par le début, finalement? C'est un ouais, peu c'est ça. ça qui est... Alors, attends, je charge mon Oui, ordi t'inquiète. parce que là, il va mourir. Mais, non, mais c'est ça. Et en fait, je pense que la manière la plus saine d'aborder les choses, c'est de s'écouter. Et si on a la gourmandise et la capacité et l'envie d'en bouffer plusieurs, je pense que de piocher des choses différentes, ça fera toujours la richesse de ta cinéphilie et d'aller voir autant les films adoubés où tu sais que tu es entre guillemets entre de bonnes mains, et que ce que tu Oui, vas voir est plus ou moins parfait, enfin, en tout cas, voilà, il rentre dans l'histoire. Et aller voir des films qui sont peut-être moins connus. Mais après, je parle de ça, enfin, le film n'est pas du tout inconnu, c'est pas une perle oui, rare ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est un film de Minelli qui est moins mis en avant parce qu'on a d'abord tous ces apports dans la comédie musicale ou d'autres apports qui sont présentés. Et en fait, tu vois que le mec est aussi capable de ça et tu te dis putain, mais le mec a pas une qualité, quoi, il en a hmm, plein. Donc, euh, évidemment, donc voilà. évidemment, très très beau. Puis en plus, ça se passe à Paris, puis tu vois la résistance, encore une fois, quoi, c'est tellement concret. Là. Enfin, bon, je sais pas. Évidemment. Poster préféré, du coup, tu as mis alors Love de Gaspard Noé. Je vais pas essayer de le rechercher. Enfin, quoi que si, je peux. Non, ouais, là, il y a des scènes. Il y a des Ouais, scènes, mais voilà. je vais juste rechercher le poster en gros. Pourquoi c'est ton poster préféré, finalement? Bah, je sais pas, la réponse est dans l'image, non? Enfin, moi, Oui. je trouve que ces 3 langues là. Oh. Non, mais ouais, bon, bah écoute, poster préféré de Puant, hein, je suis désolé. Mais bon, il en faut aussi. Non, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça. Tu peux le remettre Oui, oui, ou rien attends, que les c'est langues? juste, je le cherche en grand pour le montrer aux gens. Tac, voilà, pardon. Pardon, pardon. C'est celui-ci? Oui. Ouais. Oui, c'est celui-ci, Je pardon. sais pas, moi, genre. Et en fait, du coup, moi, je suis quand même allé sur Google pour marquer Love poster textless, parce qu'il faut pas Hmm. l'afficher avec le texte. Alors, je remarque que Gaspard Noé a eu le très bon goût de nous marquer Love avec un espèce de. Oui, un filtre Bon, très le blanc, filtre ouais. sperme de Gaspard Noé, super. Bon, alors, on enlève le filtre sperme, et là, on a la fiche parfaite. Oui. Mais non, enfin, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire, mais juste d'avoir un aussi gros plan, aussi vulgaire et passionnel. Enfin, écoute, en fait, alors bon, on va se lancer dans une grande théorie. Je pense que la pornographie dans son ensemble, mais vraiment la pornographie la plus crasse, hein, pas une Oui. scène pornographique dans un film, enfin, le porno, pousse un certain point de beauté quand. Alors attends, je vais essayer de remonter à plus loin en fait. Je suis Ah oui, vas-y, insupportable. parce que ça a l'air un peu. Euh, Effectivement, faut être clair oui, dans ce que oui, tu non, mais dis. c'est fumeux, mais bon, on va essayer. Il a été théorisé dans plusieurs recherches universitaires notamment. Alors moi j'avais lu, je sais pas si j'ai vu dans ma bibliothèque, une adaptation d'une thèse en essai, je crois qu'il s'appelle Interdire de voir de Arnaud Esquer. Hmm. Ça doit être ça. Ouais. Bon, voilà, vraiment, je fais le monsieur de l'université qui donne des références à lire, mais bon, bref. En gros, c'est un mec, il a fait un essai sur la censure au cinéma et Hmm. comment c'est mis en place un modèle de censure. Le code Ace, tout Donc en ça. Amérique, on a les Canadiens, mais en France, on a des organes de contrôle et de régulation. Encore une fois, il n'y a pas du tout de jugement moral ou quoi. Enfin, quand on parle de censure, on parle de rétention d'images pour ne pas les dévoiler à un public pris dans son ensemble. Il y a une censure qui est tout à fait logique et rationnelle, qui est de protéger l'enfance de contenus auxquels ils n'ont
raison, enfin, desquels il faut les protéger, Oui, pardon. Donc, ouais, bien en sûr. gros, ça concerne l'horreur et la pornographie, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir à l'âge de 8 ans, et c'est tout à fait normal. Bref, monsieur donc fait une théorie qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, et en gros, de fil en aiguille, j'ai vachement lu sur la censure, la pornographie, et en fait, il revient assez souvent qu'il y a un rapport dans la pornographie, il y a une préférence pour trois types de plans, dont le gros plan. Et en Hmm. fait, pour aller très vite, la masturbation pratiquée par les hommes fonctionne selon un principe qui est que plus c'est gros, plus c'est excitant. Et de fil en aiguille, en fait, on a tout un pan de l'histoire de la pornographie qui a amené à préférer et à montrer plus que ce qu'il y a réellement dans l'humanité, les grosses parties des hommes, des femmes, etc. Et le gros plan, dans cette théorie-là de l'image, dirait que ce qui est filmé en gros plan est donc plus excitant. Donc en fait, plus c'est gros, plus c'est excitant, ok. Mais quand on filme l'acte de pénétration, donc là on est vraiment dans la masturbation pour hommes Oui, hétérosexuels, blancs, tout ce que tu que veux, la majorité de la la production pénétration, pornographique, c'est pour les hommes. voilà, donc ça, on s'est filmé en très gros plan, qu'il y a une isolation des parties du reste du corps. Il y a vraiment une dépersonnalisation de l'organe rattaché à un homme ou à une femme. Là, on touche pour moi à quelque chose qui peut être touché à une certaine forme de sublime dans la mesure où ça devient complètement abstrait. Hmm. Et en fait, je suis en train de me dire, mais je dois être un fou du bus. Mais bon, maintenant Non, qu'on non, est mais parti, vas-y, voilà. continue. Justement, faut pas s'arrêter. Mais non, C'est- ouais, super. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, du coup, vraiment, la pornographie, ce gros plan-là, plus c'est resserré vraiment, et qu'en fait, ça fait juste des mouvements dans le plan, on en arrive à quelque chose de presque de l'ordre de la, je sais pas, de l'origine de l'image, quoi, de l'image animée, quoi. Tu vois, il y a juste des Hmm. choses qui bougent et tu ne sais presque plus d'où ça vient. Je pense que, pour en revenir à la théorie de l'homme, il y a un peu de ça dans la mesure où tu te dis, mais à qui est cette langue, à qui est ce truc? Euh, voilà, Oui. tu vois, enfin là, pareil, on a grosso modo la même construction de l'image où on ne sait pas à qui appartiennent les boules. Je pense que c'est quand même inspiré du clip de la French Touch. Tu vois pas là, où ils Oui, s'embrassent pendant 5 I minutes? Love You So avec les bouches. Non, alors I Love You So, tu sais, c'est avec Oui. les débuts des smartphones où ils mettent la bouche. Mais t'en as un autre, merde, musique, French Touch, Kiss. You Are My Eye. Tu vois, Ah, ça, tu peux le mettre, c'est un oui, super oui. clip, hein, si tu le connais pas. Euh, c'est une des musiques les plus connues de la French Touch. Et en fait, le réal du clip disait You Are dans My la presse, Eye. alors, je sais plus. Attends. Ouais, non, c'est pas celui-là. You Are My Eye. L'histoire du clip, ouais, si, c'est ça. C'est de qui? Euh, de Démon. Ah, ok, c'est Eye en mode oui. Pardon. Ok, oui, oui, je vois. Je vois le Alors, je clip. pense qu'il y a une parenté dans ces images-là, mais en fait, le réalisateur de ce clip a déjà méga galéré à faire ce plan séquence. Oui. Mais en fait, c'est surtout qu'on ne peut pas, au cours du clip, reconnaître si c'est un homme ou une femme, des deux Hmm. côtés. Donc, du coup, encore une fois, tu vois, on en arrive à cette espèce de dépersonnalisation et d'abstraction des parties du corps, indépendamment de la personne derrière, qui fait que ça procure un effet franchement impressionnant. Une Hmm. pensée quand même pour ces deux acteurs ou actrices, on ne sait pas, qui se sont laissés comme ça pendant 5 minutes. Enfin, moi, Et je probablement pour j'admire la plus de performance. temps lors du tournage, évidemment. Ouais, j'imagine, tu vois. Enfin, bon, c'est assez impressionnant. Et ouais, en fait, mais je pense que c'est carrément inspiré de ce clip, en fait. Hmm. Mais bon, pour en revenir à cette affiche, ouais, moi je trouve ça fou. Et ça a le mérite de ne pas mentir sur la marchandise derrière le film. Déjà, aussi, oui, c'est Je sûr. pense que c'est quand même aussi comme ça qu'on peut juger une affiche. Bon, là, il y a quand même pas trop de secrets. Hmm. Parce que là, il y a le filet de bave, enfin, c'est hyper vulgaire. Enfin, je sais pas, moi, je trouve En ça. même temps, Tu sais, genre, même la enfin, retouche, tu vois. tout est réel, j'ai envie de dire, une expérience où tu s'embrasses comme Ouais, ça, mais tu vois, c'est... alors, au-dessus de la bouche qui est au milieu, en haut à droite, t'as genre une espèce de pigmentation. Genre, tu sais, t'as l'impression que le Oui. mec, il a vraiment mis le curseur à fond. C'est vulgaire, quoi. Genre, je sais pas, moi, Hmm. je trouve ça. Franchement, bravo. Très belle affiche. Très très beau. Très 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 beau. Je le verrai un jour, Freaks, du coup, de Todd Browning, si je ne me trompe pas.
Pourquoi je Bah le oui. verrai un jour? Parce qu'en plus, il est pas très long. Généralement, les gens qui mettent un film dans Je le mettrai un jour, c'est parce que bah, c'est des films. Moi, typiquement, j'ai mis Satan Tango parce que bah oui, c'est un film qui dure 7 heures. J'ai pas forcément le temps de le voir, ou des trucs genre Out One de Ouais. Villette, de Rivette, pardon. Mais du coup, pourquoi Freaks spécifiquement? Alors, Out One, si tu veux, un petit tips, regarde-le en mangeant tous les midis. Moi, j'avais C'est fait vrai que ça, ça. c'est sympa. C'est vrai. Mais ouais, vraiment, genre, c'est trop bien. Genre, t'as vraiment l'impression d'être avec eux comme ça pendant des En mode, semaines. c'est une série, ouais. Ah, voilà, c'est genre. Bon, non, alors en fait, j'ai aussi une théorie sur la question. Là, à l'heure actuelle, moi, je suis dans une période où pour moi, un film qui est long est d'abord un facteur de potentiel chef-d'œuvre ou de film intéressant derrière. Et quand je vois, bah, notamment au cinéma, dans les sorties de la semaine, un film qui dure plus de 2h30, je me dis, ah, il y a moyen que ça m'intéresse plus Hmm. que la moyenne. Donc, en fait, moi, j'ai presque le rapport contraire où je vais plutôt aller voir des films très longs parce que d'expérience, c'est des films que j'aime plutôt beaucoup. Hmm. Tu vois, je sais pas, tu prends Tranquille Lauken, tu prends, il y en a plein. Récemment, il y avait Le Rire et le Couteau qui apparemment était très Ouais, chouette. bah voilà, Moi, j'ai pas pu le extrême, voir. bon, enfin, meilleur exemple. Hmm. Le meilleur exemple. Tu l'as vu. Je l'ai pas pu le voir malheureusement, non. Mais là aussi, il y a la ressortie d'I.I. Forcément aussi. Alors, Donc, heureusement que, il y a un entretien avec le réalisateur dans Tsunami et que ce réalisateur nous dit qu'une version de 5h30 devrait sortir à la fin de l'année. ah bah super, je le rattraperai là alors. Bon, bah voilà. Ça Donc, va. mais pareil, tu vois, tu dis le film. Alors moi, je me rappelle même, il avait été présenté à Cannes et quand on avait préparé Cannes avec Tsunami, moi je connaissais pas le réal et il avait fait un précédent film que Grégoire avait vu et avait beaucoup aimé. Donc c'est un réalisateur portugais et s'il dit pas de conneries, il avait fait un film sur une usine au Portugal, un peu comme ça. Pareil, un film de 3 heures et Grégoire m'a dit c'est génial. Hmm. Et quand la projection du film arrive à Cannes, je lui dis bah, Grégoire va le voir et tu nous en rends compte. Voilà, L'usine de l'usine de rien. rien. Et, bah, alors c'est Grégoire, je pense, qui est derrière Tsunami, là, donc il Hmm. pourra préciser si c'est de la merde. Mais j'avais dit, bah, tu vas le voir. Et en théorie, tu sais voir ce cinéaste-là, et toi, tu vois des choses que tu aimes en lui. Donc, si tu aimes le film, vas-y, ça part, t'écris dessus. Et il était ressorti en mode, oh là là, oh là là. Et je suis en mode, bon, bah, vas-y, très bien. Et donc, du coup, il avait fait un petit texte, et en fait, nous, on a rattrapé le film après, on a dit, ok, on va le voir absolument. Et donc, on a eu l'entretien. Pour en revenir à Frix, moi je trouve qu'il y a des films qui sont estampillés université et archi la flemme. Vraiment trop la flemme. Ok, ouais, Il c'est faut ce se les frapper. rapport-là. Ouais, mais tu vois, pareil, L'homme à la caméra, il y a 1000 raisons pour lesquelles je devrais adorer ce film. Toujours pas vu, mais trop la flemme. On Hmm. dirait que l'université c'est accaparer des films comme ça et je suis en rejet. Genre, Ah oui, bah, en et, tu sais, fait, c'est comme si j'avais sauté un niveau de cinéphilie et que j'ai trop la flemme de les rattraper alors que vraiment il faudrait. Enfin, c'est la honte, quoi. Mais bah, c'est voilà, aussi et ce sentiment de vouloir faire ses devoirs, quoi. Moi, je sais que quand j'ai regardé c'est Citizen vraiment ça. Kane, je me suis dit, oui, bon, je fais mes devoirs. Alors, j'ai kiffé le film, je l'ai revu, etc. Mais oui, bah, il faut faire ses devoirs, donc il faut regarder Citizen Kane, il faut faire ses devoirs, donc il faut regarder du John Ford, il faut regarder machin. Et en fait, forcément, quand tu as ce rapport-là à un film, bah, t'as jamais envie de le voir. Et tu repousses le fait de vouloir le mater éternellement, quoi. Alors je sais pas si t'as jamais envie de les voir, mais en tout cas moi, c'est ouais, ce film-là me met trop la flemme, alors que je sais que dès que je vais le voir, je vais sans doute beaucoup aimer, quoi. Hmm. Enfin, y a pas de raison. Mais bah ouais, là, je sais pas, je le repousse un peu indéfiniment. Ouais. Bah, écoute, il y aura un Mais bon, après moment. pareil, quoi, faut Il y un aura peu un moment. laisser écouter ses désirs et si on a la foi et la capacité, on peut se forcer de temps en temps, quoi. Mais bon, Ouais, bah lui, après, il y a beaucoup de films où on se force à aller les voir parce qu'on se dit. Enfin, parce que oui, il y a des films où on se force à aller les voir parce que universitairement, c'est super d'aller le voir, tout ça, mais il y a aussi des films qu'on se force à aller voir parce que le talk du moment, entre guillemets, quoi. C'est que tout le monde en parle, etc. Et je pense que c'est un peu oui, le genre même Papa genre de film. Mobile, voilà. Oui, voilà. Papa Mobile, on va se forcer à aller le voir parce qu'on se dit, oula, quand même, ça a l'air un petit peu bizarre. Mais ouais, bizarre, je n'ai jamais eu la sensation de faire mes devoirs. Il n'y a jamais eu l'envie d'être obligé. Oui, non, mais bien sûr, mais je pense que c'est. Enfin,
Enfin, je pense que en fait, c'est pas ce sentiment de faire ses devoirs, plus que il faut trouver une raison de voir le film qui ne soit pas juste. Oui, mais c'est important pour l'histoire du cinéma. Je pense que c'est plus ce rapprochement-là qu'on pourrait avoir. Mais bon, c'est vrai que c'est des discussions complexes aussi, quoi. Ah ouais, mais bon, enfin oui, c'est aussi contradictoire parce que il y a aussi le fait tout simplement que habitant à Paris et ayant quand même la chance d'avoir accès à une foulitude de films, de patrimoine tous les jours au cinéma, je l'ai jamais eu, enfin il a jamais été montré à un moment où j'étais spécialement disponible ou quoi. Enfin, Hmm. aussi de ça quoi, tu vois, Oui, oui, parce que parfois je c'est regarde juste quand le même pas aussi hasard, de patrimoine chinois. bien Mais sûr. ouais, enfin, je sais pas, moi, il est un peu estampillé université, quoi. Donc, mais bon, Ouais, je voilà. comprends. Enfin, il fallait bien en choisir un, quoi. Très très bien. Bon, est-ce qu'on en parle vu que t'en as déjà parlé au début? Mais oui, Make to My Love Intermezzo. Du coup, évidemment, grand impact personnel, bah, ça m'étonne pas. Mais tout comme j'ai l'impression que Keshi, c'est un grand impact personnel pour tout le monde, quoi. Évidemment. Bah ouais, alors après, pareil, il faudrait peut-être les revoir, quoi, parce que je pense qu'on n'a pas du tout fait le tour de la question. Hmm. Mais enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de grands textes à écrire sur Keshish, tout revoir, et voilà. Et que ça aurait mérité. Enfin, pour le coup, moi je sais que voilà, le film il a fait scandale, il a fait machin. Je pense qu'on peut quand même se dire que au moins, enfin, peu importe comment il filme, s'il est, enfin, je sais pas, même s'il est mauvais, s'il est bon, tout ça, c'est un peu ce que je disais sur Papa Mobile aussi. C'est pas un destin pour un film, quoi, qu'il soit invisible comme ça, qu'il ne sorte jamais, etc. Quoi. J'espère que ça changera un moment, évidemment. Bah, après, là, enfin, s'il est invisible parce que c'est des raisons de, c'est pour des raisons de droit et de consentement des personnes impliquées. Oui, Bon, ah bien sûr. voilà. Enfin, après, de toute façon, le cas Mektoub et le cas Keshish est tellement unique dans l'histoire du cinéma parce que entre la boîte que ça a fait couler, le nombre de rushs, mais encore une fois, enfin, on en revient quand même toujours à une méthode Keshish parce que, pareil, tu avais, je crois, l'article du Monde qui interviewait les monteurs du film qui disait que la boîte en question qui aurait voulu distribuer le film pour le monter, enfin, en tout cas la boîte de prod qui a produit le film, pour voir tous les rushs de Mektoub 2, avait besoin d'engager des deux personnes pendant au moins 5 ou 8 mois, ne serait-ce que pour voir tout ce qui a été filmé. Ouais. Bon, donc du coup, tu vois, il y a encore une fois, on en revient à la méthode Keshish. Et... Ah, c'est se plonger dans Enfin, une matière. Moi, je sais qu'il y avait eu, quand j'étais chez Allociné, il y avait eu une interview à un moment où je crois que j'étais, je réglais le son de ça. Il y avait eu une interview de une des monteuses de La Vie d'Adèle. Et c'est vrai que c'est ce sentiment d'être 50 personnes. Enfin, 50 personnes, j'exagère, je suis Marseillais. Mais, mais un truc comme toute une équipe de 8 personnes pendant des mois et des mois entiers. Avec en plus la pression de Cannes derrière, à se dire ouais, mais comment ça va se passer, quoi. Enfin, on ne sait pas trop, et de se plonger vraiment dans la matière, c'est vertigineux, évidemment. mais c'est là où je pense que quand je dis qu'il y a des grands textes sur Keshish qui n'ont pas encore été écrits, c'est que l'articulation entre tout ce qui lui est reproché, entre tout ce qui est identifié comme étant des très grandes qualités de son cinéma, c'est les thématiques qu'il travaille. En fait, tout ça est quand même beaucoup plus lié que. Enfin, c'est pas un réalisateur problématique qui fait des films dont le sujet aurait pu être Oui, ma grand-mère ou je sais pas, c'est ça, c'est nécessaire. peu importe, quoi. Enfin, Tu c'est peux que c'est pas. intrinsèquement lié et que je pense que tout revoir aujourd'hui, en y allant film par film, tranquillement, ça pourrait créer de très grandes réflexions, et autant sur un plan esthétique que sur un plan, enfin, je ne saurais même pas comment dire, quoi, mais sur un plan beaucoup plus politique et contemporain, quoi, tu vois. Hmm. Donc voilà, on n'en a pas fini avec Keshish et visiblement, alors je sais pas si tu as un peu suivi la sortie de Canto Doué à Locarno, mais Rapidement, ouais. ça apporte encore une pierre à l'édifice qui a l'air d'être quand même assez conséquente, quoi. Donc Oui, oui, on suivra ça de près. j'ai vu un petit peu les retours, mais oui, mais c'est sûr qu'il faudra voir. Mais je pense que c'est comme tout film, ça sortira bien à un moment donné, de force ou pas. J'ai envie de dire, c'est forcément sur le disque dur de quelqu'un, quelque part. Donc, Ouais, bah, alors là, visiblement, comme le film a été très bien reçu à Locarno, j'ai l'impression ça devrait l'aider évidemment. à avoir une sortie, quoi.
Oui, et voilà, par contre, si tu peux lire le commentaire de Microciné, Oui, parce que tout c'est à vrai fait. qu'on en avait un peu parlé, Samir. justement. Revoyez ou voyez pour la première fois Vénus Noire, il est effrayant de constater que ce film annonce Adèle et Mektoub et que ses intentions y sont largement analysées et ouvertement exprimées à travers ses personnages. Un film terriblement malsain et pourtant passionnant, tristement. PS Sidi Sako a écrit de très beaux textes sur Keshish, notamment sur son blog, ceci dit, et sur le site Il était une fois le cinéma. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu plus les gens en vrai sur le cinéma de Keshish. Moi, c'est pas un cinéma où je suis, je tombe pas des nues dès que je vois un Keshish. Mais ça reste un cinéma que je trouve très intéressant, évidemment, quand même. Et c'est un cinéma où je trouve qu'il faudrait le maintenir, mais en même temps, comment le maintenir? Enfin bref, que des trucs du genre où en fait c'est des débats éternels qui méritent beaucoup de temps, c'est sûr et certain, et qui ne sont pas réglés simplement, que ce soit à base de oui, mais quand même c'est très beau, ou à base de oui, mais quand même il faut le cancel, etc. Quoi. Pour moi, il y a un truc au milieu qui peut surgir et qui peut pas être résumé juste en deux trois phrases, quoi. C'est sûr. Et juste pour revenir sur le débat qu'il y a d'avoir dans le chat, j'ai pas dit que je ressentais pas l'urgence de découvrir Freaks, c'est juste que Oui, cette espèce d'estampillage université me fout la flemme, mais que oui, parce que enfin, ça dit que j'ai tu n'es hâte pas d'avoir cinéphile. Du coup, je vais devoir te virer, c'est l'occasion ça? et la disponibilité de le voir. Je vois bien qu'il a plu à beaucoup de monde et c'est. Bref, Bah oui, non, partir dans un mais débat. c'est normal. Mais enfin, je sais Voilà. pas. Il y a constamment des films comme ça qui peuvent être très chers au cœur des gens où vous pouvez dire ah mais quand même t'es cinéphile mais t'as pas vu ça. Bon, c'est toujours un truc un peu. Enfin, c'est Enfin, je sais pas, avec des films que tu as envie de voir et qui te foutent la flemme, tu vois. Oui, Enfin voilà, bref, c'est ça. Il y a toujours des rien de films où très tu te grave. dis, il faudrait que je le voie, mais je sais pas, c'est pas le bon moment. Moi, ça fait des années, il faudrait que je revoie, parce que je m'étais endormi la première fois que je l'ai vu, 2000 ans, l'Odyssée de l'espace. Ça Ouais, donc t'es pas cinéphile en fait. Ah oui, pardon. Bon, bah, je m'en vais. J'arrête le live. Cinéphile, t'as pas vu Ouais, bon, Inception. Mais, ouais, vas-y, c'est bon. mais oui, voilà, Ciao. non, mais il y a plein de films comme ça, et en fait, c'est au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait établir une liste des genre 150 films à regarder, sinon t'es pas cinéphile, mais même ça, il y a énormément de gens qui tomberaient pas dans les 150, quoi, Oui. et tomber d'accord sur les 150 films, ça a pas de sens, quoi, sûr et certain. Et c'est Euh, pas le débat le plus impressionnant, enfin le plus intéressant, on va dire. oui, c'est ça. Puis c'est toujours un peu ce côté, oui, mais moi je l'ai vu, ou tu rentres dans des affects des gens, enfin bref, c'est un petit peu débile aussi. Meilleur film long, Jeanne Dillman, du coup, bah oui, pour le coup, alors il est Oui, je long. sais pas si vous connaissez, c'est un film obscur que personne n'a jamais Alors vu à après, tu part dis moi, du ça, il y a coup. beaucoup de gens qui connaissent pas, quand même. Eh ben alors, je suis ravi de vous le présenter si vous le connaissez pas, parce que c'est un film très beau et très important. Oui. Jeanne Dillman, c'est. En vrai, Bon, oui, on peut quand même il y a eu un dire retour de que Chantal c'est. Akerman récemment, bien sûr, donc et là, je blague un petit Ouais, peu. il faut aussi saluer, je pense, Bon, la critique va mal depuis qu'elle existe, hein, on connaît les discours alarmistes dessus, mais il faut aussi se féliciter quand des choses sont bien faites. Et je pense que alors pas la réhabilitation, parce que ce serait dire qu'elle a jamais été aimée jusque-là, mais la remise en visibilité et à la juste place de Chantal Akerman dans l'histoire du cinéma, orchestrée par la restauration de ses films et la ressortie en France par Mm. Capricci, il me semble, de ses films. Et aussi par Sight Déjà and Sound qu'il a amorcé avec voté. ça fait longtemps. C'est quand même une victoire. Je sais pas si on peut parler de victoire, mais en tout cas un beau fait d'armes de la critique, en tout cas française, mais je pense qu'à l'international, ça a eu quand même des retentissements aussi, Oui, d'avoir à ce point-là marqué l'importance de Chantal Akerman. Et ça a été assez beau quoi, de pouvoir suivre comme ça tous les textes qui ont été produits, tous les livres, je pense au livre de Jean-Marc Lalanne sur Delphine Seyrig. Enfin, on a eu vraiment une actualité mm, à la hauteur de l'événement. Et je pense que ça. Alors, j'imagine, mais après, ça, il faudrait voir les gens qui l'ont découvert à ce moment-là. Mais ça a peut-être aussi fait péter un coup aux gens qui l'avaient pas vu. Alors, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui l'ont pas vu, il y a des gens qui vont le revoir. Va au cinéma, tu vas éprouver Chantal Akerman comme les autres. oui, Tout va bien se passer. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas plus cinéphile, c'est pas grave. Il y a beaucoup de chances pour que tu aimes, tout va bien. oui. Et ça a été quand même une ressortie de patrimoine très très belle et très bien accompagnée. Nous, à Tsunami, on avait fait aussi un dossier où on avait critiqué, je crois, tous les films de Chantal Akerman. Et pareil, quoi, ça a été assez beau pour ma part. Bon, moi, j'avais déjà vu Jeanne Dillman en une obscure version trouvée sur le net, mais de toute façon. Mm. Et en fait, je connaissais très mal aussi. Enfin, j'avais vu celui-là, Je tue, il aime.
et peut-être La Captive, enfin j'en avais pas vu beaucoup, et d'avoir non, il était et j'avais lu Hmm. aussi Ma mère rit, le livre qu'elle a écrit, enfin bon. Et avec cette ressortie-là, on a pu voir des films beaucoup moins visibilisés que Jeanne Dielman, enfin que Jeanne Dielman, ouais. Et je trouve ça assez beau de voir que tous ces gens, en tout cas de mon entourage, mais qui sont allés en découvrir. Moi, j'avais aussi découvert La Folie Almayer. Hmm. C'est un espèce de, pour aller très très vite, un pacifiction avant l'heure, fou, avec Vend un du rêve. acteur principal, Stanislas Merard. Alors, je sais pas si je le dis bien, excusez-moi, mais waouh! Et pareil, quoi, genre, bon, tu vois, tu dis de Chantal Akerman à Pacifiction, ok. Et bah si, si, elle a aussi fait ça, quoi. Enfin, et du coup, le dossier qu'on avait écrit était... alors, je me parlais de La Folie Almeyer, qui est sortie en 2011. Et dans le dossier qu'on avait écrit, du coup, avec son ami, on avait essayé de mettre en avant notamment le fait que c'était une cinéaste qui avait vraiment touché à tout, genre de la comédie musicale, film d'auteur, film, tu vois, une adaptation de Proust. Enfin, elle a vraiment fait des choses comme ça, assez impressionnantes. Hmm. Et il me semble aussi important dans le bingo quand même de revenir sur des classiques, parce que j'ai vu quelques classiques à défaut de ne pas avoir vu Frix. Et bon, bah, je sais pas ce que je vais pouvoir dire sur Gentleman qui n'a jamais été dit, mais enfin, c'est là où le film est impressionnant, c'est que bon, bah, la durée est l'un des principaux thèmes du film, l'un des principaux sujets. Mais je pense que ça a été quelque chose pour tous les gens qui ont pu le découvrir en salle dans une magnifique version, d'éprouver le temps comme ça. Et Hmm. allez, soyons un peu peut-être radical. C'est peut-être une très bonne porte d'entrée à tout ce cinéma qu'on a trop vite jugé austère, pas fait pour moi, cinéphile compliqué, c'est des longs Hmm. plans séquences de 4 heures. Tu vois, les fameux films austro-hongrois de 1910, là. Oui. Bon, bah, tu vois, enfin, je pense que voir Jeanne Dielman dans une salle de cinéma, si, c'est peut-être une bonne porte d'entrée à qu'est-ce que l'épreuve du temps, enfin, le fait d'éprouver le temps dans un film peut provoquer comme sensation esthétique, comme mise en lien avec des sujets politiques sur le quotidien d'une femme de Bruxelles, pardon, etc. Hmm. Bah oui, mais Donc, c'est vrai que t'as raison là-dessus, c'est que moi je pense que je suis rentré dans les films, les slow cinéma, tout ça, ce qu'on appelle de cette catégorie-là, ce que j'appellerais plus communément les films chiants, par d'autres portes. Et c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué, mais c'est vrai que Jeanne Dielman m'a fait beaucoup plus comprendre des choses parce que bah, tout le dispositif est beaucoup plus radical que ce que j'avais pu voir ailleurs. Et je pense que oui, que ce soit Jeanne Dielman, Yi, d'autres chefs-d'œuvre comme ça. Autant rentrer par un chef-d'œuvre plutôt que par un film relativement récent qui a pas encore tout à fait ses preuves. Je sais pas, moi je sais que je le critique comme ça. Je sais que c'est un film qui a marqué beaucoup de gens, mais je sais que j'étais rentré un peu par An Elephant Sitting Still parce que d'autres personnes m'en avaient parlé. Bon, ça a été assez compliqué de m'y mettre. Je pense qu'aujourd'hui, je le reverrai, j'adorerai ce que je vois, bien sûr. Mais ça a été assez compliqué parce qu'il y avait trop cet effet un peu de récence, je pense, autour du film. Mais Jeanne Dielman, c'est un film pour le coup, il n'a pas vieilli, quoi, clairement. alors attends, une seconde, je vais chercher un truc. Vas-y. Mais globalement, effectivement, les gens, Chantal Akerman, enfin, il y a quand même ce côté où effectivement, Chantal Akerman, je voyais quelqu'un qui disait c'est un peu dommage de la réduire que à son premier film, mais je pense que la ressortie de Chantal Akerman a quand même acté le fait qu'elle avait fait des tonnes et des tonnes de films ultra intéressants, vachement différents. Elle a fait une comédie musicale avec Golden 80s, elle a fait beaucoup de documentaires Elle également. a adapté Proust, elle a fait un film qui se passe dans les tropiques. Enfin, voilà. Après, c'est ça aussi que je veux dire. Là, il rentre dans cette catégorie parce que, objectivement, le film dure plus de 3 heures, mais c'était quand Oui. même l'occasion de parler d'une très grande cinéaste. Et alors, moi, je voulais vous montrer un trésor. Alors, ça coûte un peu cher. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais ça peut peut-être se trouver, je sais pas, en bibliothèque ou quoi. Il y a ce coffret qui était Oh là sorti, là. je sais pas si vous en avez entendu Ouais, on parler. le voit là. Vous l'avez parlé de Chantal Akerman. Alors, parce que pour finir de me présenter, je suis aussi membre du jury littéraire du syndicat de la critique. Donc je lis quasiment, enfin en tout cas j'essaye de lire tous les livres de cinéma qui sortent dans l'année en France. Et là du coup Cyril Béguin a travaillé pendant je ne sais pas combien de temps à réunir toutes les interventions écrites et parlées de Chantal Akerman.
Donc en fait, c'est un espèce de magnifique coffret dans lequel il y a 3 livres. Un premier livre qui est alors un avant-propos, un édito, une note d'intention. Il fait une soixantaine de pages et l'année dernière, ça a été peut-être le plus beau texte que j'ai lu dans la critique cinéma française. Un texte qui revient sur tout le projet esthétique d'Ackerman et comment en fait le fait même de construire un livre qui soit une œuvre écrite et parlée de Chantal Ackerman se répercute dans l'œuvre d'Ackerman entre son rapport à la langue, son rapport au judaïsme. Tu vois, Mm. par exemple, le fait qu'elle a écrit le livre Ma mère rit, qui est un livre assez déstabilisant. J'en parlais avec un collègue en vacances qui le lisait et qui était assez perturbé par le style où il y a une espèce de recherche de pauvreté du langage, d'un langage très parlé, qui peut presque dénoter en fait avec l'image hyper starifiée et auréolée de Ackerman aujourd'hui. En fait, cet avant-propos revient sur tout le rapport à la langue chez Ackerman et comment en fait la langue qui donc permettrait de faire le lien entre le cinéma et la trace écrite dans l'histoire du judaïsme, tout ça en fait était une logique même éditoriale. Et alors je sais plus qui disait qu'apparemment elle était aussi hypnotisante en discussion. Mais voilà, donc en fait il y a un avant-propos. Après il y a 2 livres qui retracent toutes les œuvres écrites et parlées de Chantal Ackerman. Donc on a des entretiens, on a des textes écrits pour des musées, pour des expositions. On a comme ça tout un pan des interventions radiophoniques aussi, qui montrent en fait toute la puissance de la parole d'Ackerman pour aller très vite, où en fait elle a pu, enfin, son œuvre ne se limite pas au cinéma en fait. Mm. Et comme ça, quand elle se déplace dans la littérature avec Ma mère rit ou avec d'autres, je crois que dans le livre il y a un texte de fiction non paru. Enfin, il y a vraiment comme ça plein de formes différentes de l'œuvre, de la parole d'Ackerman qui achèvent d'en faire une grande artiste tout court et pas une cinéaste. Et pour ça, du coup, on avait récompensé ce livre-là au syndicat de la critique. Et ça avait été assez touchant quoi, de pouvoir parler avec des personnes derrière l'Arachnéen qui se sont occupées de la création de ce coffret. Mm. Donc un peu cher, mais qui vaut tellement le coup, quoi. Enfin, moi, ça a été vraiment le plus beau texte que j'ai lu sur le cinéma l'année dernière, c'était cet avant-propos. Très très bien, bah écoutez, bon conseil effectivement et comme dit de toute manière, regardez pas juste Jeanne Dillman parce que bon c'est un de ses chefs-d'œuvre évidemment, mais elle a fait énormément de Regardez-le films quand même, hein. et allez le voir évidemment. Par contre, ça reste quand même un film, c'est comme Fricks, c'est non et voilà, mais mais en tout cas ça reste quand même un grand classique effectivement à voir, hein, je pense pour beaucoup de gens. Oui, le double combo là qui arrive, puisque tu aimes, mais tout le monde est. La dialectique peut-elle casser des briques? Euh, bah, j'ai pas l'impression que les gens détestent la dialectique peut-elle casser des briques. Je sais pas, ça doit être mon Twitter qui est niqué, peut-être, je sais pas. Oh, c'est possible, parce Mais que j'ai quand même après, l'impression je qu'il est pense que très le apprécié. film bah alors, du coup, j'ai fait le poseur, je m'en excuse, je me présente mes excuses. Alors, oui, le film est dispo sur YouTube, hein, donc Oui, évidemment. profitez-en. Mais, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que, ah ouais, foutu de bord, c'est bon, là, les situationnistes, on a compris, spectacle, ouin ouin, bon, allez, c'est bon, Osef. Ouais, mais non. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin quand même. Donc, je sais pas, enfin, donc du coup, si vous connaissez pas ce film, en fait, les situationnistes, dont la tête de file identifiée par la majorité serait Guy Debord, du coup, voulaient travailler à une révolution qui en passerait par une réappropriation non bourgeoise de la culture, mais encore une fois, enfin, bon, ça devient mon fil directeur comme ça, mais qui est très matériel et concrète. Hmm. C'est vrai que comment la culture peut nous aider à parvenir à la révolution. Et donc, on va pas faire des films chiants de 4 heures, enfin ce que tu veux. Et en gros, Oui. là, eux, leur idée a été de récupérer les droits d'un film de kung-fu et de faire tous les dialogues version révolution. Voilà. Oui. Une Et sorte de bah, je sais pas, moi, je trouve détournement ça comme pour la classe américaine ou d'autres, ça. évidemment. Donc, enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de trouvailles en termes de jeux de mots, de blagues et tout ça. Oui, Euh, alors, apparemment, il y a un commentaire qui dit qu'il y a peut-être des vannes racistes. Alors, si c'est celle-là, je m'en souviens plus. Et bon, c'est possible. j'essaye de ne pas être raciste au quotidien, je suis désolé. Bon, enfin, en tout cas, je pense que le film peut subir une espèce de critique. Ouais, ok, facile ta merde, j'ai compris le principe, voilà. Bah, puis Mais aussi, bon, on va moi pas. j'ai vu aussi des critiques en mode je comprends rien, moi je suis venu voir un film de kung-fu et en fait ça se bat pas tant que ça. Des trucs du genre, oui, bon, c'est.
C'est bizarre, Donc, quoi. non, voilà, donc je sais pas, puis moi ça me permettait de parler d'un. Bah, c'est quand même un objet assez étrange qu'on croise pas tous les jours, faut pouvoir Oui, dire. bah, bien sûr. Enfin, les Je sais films pas, de dans les. Ouais, détournement, moi, j'avais fait une partie, enfin, j'avais fait une sorte de mini-mémoire à un moment, je sais plus, entre pas trop ma bien. M1 et ma M2 dessus. Il y en a genre 20, quoi. C'est pas un grand genre, hein, les films de détournement, hein. Donc, ouais, il y a. Alors après, dans le cinéma expérimental, il y en a un peu plus, mais Oui, enfin, alors ça peut permettre aussi d'aller un peu plus loin sur le film, mais ce qui est. Je suis désolé, je vais être chiant, mais je vais vas-y. reboucler avec mon. Bref, alors, le film de détournement, là où c'est quand même assez génial comme principe, c'est que ça se construit aussi comme une critique de la propriété. Hmm, Le fait même de faire un film de détournement, ça critique la propriété, et ça critique notamment le droit d'auteur, qui est une critique que j'ai particulièrement à cœur personnellement et oui, que tu es de j'avais gauche. décrite dans un édito de Tsunami. Ouais, bah, tu vois, par exemple, le droit d'auteur, c'est pas du tout le premier droit auquel on s'attaque quand on est de gauche, tu vois. Oui, À juste titre, il y a des combats beaucoup plus urgents, ça j'entends, hein. Et c'est pas forcément un droit qui est spécialement critiqué à gauche, ou alors en tout cas, j'ai pas les textes et les critiques en tête, hmm, mais c'est quand même une critique assez intéressante à mon sens parce que si on, si on prenait l'histoire du cinéma comme une longue quête vers un réalisme, tu vois, où, alors, désolé, je vais être chiant, mais Deleuze parle de l'image-temps et de la révolution qui casse le cinéma en deux avec la durée et le temps qui rentre enfin dans le cinéma. On atteint un nouveau stade de réalisme avec le fait que maintenant les personnages aussi s'ennuient. Tu vois, on a comme ça des espèces d'avancements progressifs sur aller de plus en plus vers un réalisme qui s'approche de la vie de tous les jours. Mais il y a encore des choses qui sont encore de l'ordre de la conquête, des choses qui ne sont pas encore acquises. Par exemple, la sexualité n'est pas encore montrée de manière réaliste au cinéma. hmm. Tous les plans, et en fait, moi je crois que c'est de ça dont je parlais dans mon édito, mais tous les plans qui montrent des personnages nus, par exemple, et on coupe pour pas montrer le sexe parce qu'il y a des problèmes avec la Oui, limite d'âge, après la nudité et tout ça, le cadrage de ces plans-là est un cadrage irréaliste, qui coupe la réalité. On ne montre pas le sexe, pas pour des raisons cinématographiques, mais pour des raisons de censure. En fait, comme ça, du coup, je disais ça parce que dans cette conquête d'une réalité au cinéma, il y a encore des choses qui ne sont pas acquises, notamment le droit de citation. On sait que Godard a fait des films où, pour les oui. projeter aujourd'hui, c'est un enfer. En fait, si moi je veux faire aujourd'hui un court-métrage amateur, ce qui est mon bon droit, et que je veux faire une scène de fête ou sur laquelle tout le monde danse sur I Got a Feeling des Black Eyed Peas, bah, mon film coûte d'un coup, je sais pas, 1 million d'euros, j'en sais rien. Oui. Voilà. Par exemple, tu vois, ça avait été aussi le cas pour Bande de filles de Céline Sciamma. Tu sais, il y a la musique Diamonds de Rihanna. Hmm. Il me semble que genre cette séquence-là a coûté le tiers du budget du film. Alors ça, pareil, il faut aller vérifier Ça les entretiens. m'étonnerait pas, en Je veux tout pas cas, dire, effectivement, que ça ait je pris veux pas dire de beaucoup. bêtises exactes, mais il me semble que ouais, en fait, tu rentres une musique dans ton film et ton budget Ouais. explose. Et en fait, Et on c'est se souvent d'ailleurs limite une encore. marque, une sorte de flex aussi. Moi, je le vois parce que, genre, typiquement, quand je bosse sur des longs métrages pour le taf et tout en post-prod, en fait, genre, on reçoit, je sais pas, un trailer, un truc du genre qu'on doit juste livrer ailleurs, tout ça. On regarde le trailer et enfin, c'est arrivé récemment, on a regardé un trailer d'un film qui sortira peut-être, je sais pas, où il y a dedans une musique de Michael Jackson et on se dit, enfin, c'était mis un trailer, mis un truc à montrer à des investisseurs, un truc du genre, à des distributeurs étrangers. Et on se dit, putain, ils ont le budget pour avoir Michael Jackson là comme ça. Donc c'est aussi une marque souvent de flex quelque part de la part de certains distributeurs, de certains films Ouais, que bah de ouais. dire, regardez, on a budget quasiment illimité pour mettre telle chanson à l'intérieur, quoi. Donc voilà, donc, mais après j'ai un ami aussi qui me disait que apparemment c'est Gaspard Noé qui intègre dès le départ dans ses films un budget pour ses musiques en mode je préfère me restreindre à l'heure, mais j'ai besoin de musique Ça qui coûte m'étonne cher. pas. Donc du coup, enfin voilà, donc tout ça pour dire que dans cette espèce de conquête d'une réalité au cinéma, le droit de citation est aujourd'hui très compliqué. Moi, c'est un droit qui me semble aberrant à l'heure actuelle. Oui. Enfin, je ne comprends pas. Et donc, du coup, citer un film au cinéma, pareil, ça peut coûter cher, quoi. Donc, la question du détournement rentre là-dedans. Et alors, je suis désolé, je vais refaire l'universitaire, Vas-y. mais en ce moment, je lis un livre passionnant de Jérôme Pacouré sur la notion d'auteur au cinéma. Donc, un peu un pendant
enfin, qui s'attaque plus ou moins à la même question que Geneviève Sellier avec le culte de l'auteur, mais qui réfléchit d'un point de vue sociologique à la notion d'auteur au cinéma, pourquoi elle a été créée, qu'est-ce qu'elle a permis comme discours, pourquoi elle a été utile à ces discours, et qui a prétendu au titre d'auteur au cinéma, etc. Et en fait, il a tout un chapitre dans lequel il explique que de nombreux cinéastes, notamment du champ expérimental, se sont érigés contre la notion d'auteur. Donc en fait, les réalisateurs eux-mêmes ont dénigré cette notion-là Hmm. parce que le droit de paternité, enfin, en tout cas de propriété qu'elle supposait sur les œuvres les dérangeait. Et donc, je me joins à ces cinéastes-là pour dire qu'il faudrait trouver un autre système dans lequel peut-être on ne pourrait pas faire de l'argent indéfiniment sur une même production. Oui, Qui est clairement. grosso modo, enfin là, je Et suis désolé, je surtout fais le fou du que là, bus, mais tu dis la notion d'auteur, la vérité, c'est aussi beaucoup les studios qui font de l'argent sur les films indéfiniment, alors c'est quoi, ça, mais puis évidemment. même les majors avec la musique, on est d'accord. Oui, Et du coup, tout ça pour dire que c'est quand même fou, quoi, qu'on puisse comme ça refuser des droits de citation parce qu'on veut encore faire de l'argent sur un film qu'on a peut-être fait il y a 50 ans, par exemple. Tu vois, enfin, je suis oui, en mode, bien c'est sûr. bon, lâchez Bah, la grappe, quoi. je pense que Donc, le truc, moi, de toute manière, en vérité, le truc du droit d'auteur, de dire 70 ans après la mort du dernier auteur, je trouve que c'est ouais, long. Je veux dire, vraiment, qu'est-ce que tu as à bénéficier de ça? Vraiment, enfin, je trouve ça tellement énorme. C'est au bout d'un moment, ouais, ouais. t'en bénéficies. Pour moi, c'est 20 ans max, et puis après, c'est bon, quoi, clairement. Parce que là, il y a des œuvres du début du cinéma. Je crois que genre les derniers Méliès, ils sont pas encore totalement libres de droit. Enfin, vraiment, c'est long, quoi, à chaque fois. Après, du coup, ça s'intègre dans des considérations beaucoup plus structurelles sur le, L'héritage. le financement de la culture, le financement de tout un tas de Mm. choses. Il y a aussi des raisons, enfin, je veux dire, parce Oui, que j'arrive pas à en foutre du bien avec une théorie sortie de mon chapeau. Mais bon, à l'heure actuelle, si je veux faire un film avec les Black Eyed Peas en musique, je ne peux pas parce que je ne suis pas millionnaire et moi, ça m'énerve. bah oui, Donc, je ne suis pas content. Et c'est le droit aux par contre, puissants. le chat qui se regarde depuis tout à l'heure, oui, oui, enfin, vous avez raison. Moi, les histoires du cinéma, c'est tellement essentiel et c'est tellement peu montré en salle, notamment à cause de ces raisons-là, j'imagine. Enfin bref, voilà. Mais du coup, c'est aussi pour ça, je pense, que les films de détournement sont assez rares au cinéma. J'imagine que si tu veux détourner tout un film, bah, ça coûte de l'argent. Ou alors tu fais comme, je crois que c'est Sofiane et c'est Blafrit qui font ça sur YouTube. Mm. Après, je sais pas si c'est une prétention artistique derrière ou si c'est juste pour rigoler, mais bon, la rareté de cet exercice-là vient sans doute de raisons économiques, je pense. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est sûr que. Enfin, et là-dedans, enfin, il y a Poisson qui l'a mentionné vite fait, mais il y a aussi tout le débat sur les IA actuellement, où en fait, je sais qu'un des Ah, leviers putain, par ouais, rapport aux IA, c'est le droit. Bref, c'est le droit d'auteur, etc. Donc, mais en même temps, les IA, c'est quand même parfois un peu pas bien. Enfin, bref, des trucs du genre où ça commence à rentrer dans des débats assez absurdes. Mais oui, clairement, moi, je suis contre la propriété intellectuelle, tout comme je suis contre la propriété. Mais, mais parce que. Enfin, au bout d'un moment, une œuvre appartient plus à son public qu'à son auteur. C'est une sorte ouais, d'hérésie. c'est ça, mais en fait, le problème, c'est que quand tu dis que tu es contre la propriété intellectuelle, du coup, tu te places aussi contre les petits qui vivent grâce à une ou deux publications ou quoi. Enfin, tu vois, donc du coup, Oui, c'est aussi pour ça que ce droit existe et que, enfin, j'entends, je comprends la logique derrière. Après, je pense qu'on peut l'actualiser et avec un logiciel de gauche et être beaucoup plus puissant. Enfin, voilà, quoi. Donc, encore une fois, je pense que c'est ce qui se dit dans les commentaires, mais oui. Dans un monde idéal, le droit d'auteur est une ouais, horreur. c'est exactement Dans un ça. monde Et capitaliste, en les fait, petits le auteurs fait en se ont place besoin, dans une évidemment. perspective révolutionnaire ou réformiste, enfin voilà, bref. Oui, bien sûr. Bah, Il faut déjà commencer à ça avancer, force à être. mais à l'heure actuelle, Si le droit tellement de d'auteur est fortes. supprimé, ça forcerait à être très productiviste et à jamais pouvoir se reposer, quoi. Là, la vérité, c'est que Il y a ça aussi de fait ça. qu'il y a beaucoup d'artistes, typiquement le monsieur juste après qu'on va citer, qui bah, peuvent vivre de succès passés et un peu s'en foutre, entre guillemets, de si le prochain film bide, etc. et moins chasser le succès. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'assez complexe, quoi. Donc bon, c'est là où on vit dans une société, quoi, malheureusement. Et du coup, On vit dans une société, ouais. on vit dans une saucisse. Mais du coup, par contre, Et ça, effectivement, pas Léoscar Carax qui va être en désaccord avec nous. On vit dans une sacrée société, moi, je trouve, on hein. vit dans une sacrée société. Mais oui, en plus, ça rentre dans le thème parce que bah, Léo Scarax, clairement, c'est quelqu'un qui vit de. Ah, d'ailleurs, Annette qui est dispo sur Arte Cinéma. Il y a 1 heure, donc voilà. Si vous voulez regarder Annette, il est dispo sur Arte Cinéma. Mais visiblement, Nicolas, tu n'as pas envie de regarder Annette, j'imagine.
Ah ouais, mais Jean-Baptiste Toré a dit qu'il avait vu 2 ou 3 ou 4 fois, je sais plus, Ouais, donc trois quatre fois, hein. bon, ouais, non, non, vraiment, les Oscarax, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il est auréolé d'une, je sais pas, d'une aura démesurée. Hmm. C'est genre l'enfant maudit du cinéma français, ce que tu veux. Par où commencer? Ouais, non, Annette, là où je trouve ça vraiment compliqué à défendre, c'est qu'il a quand même dit que, vous voyez, cet enfant, elle est tellement instrumentalisée que c'est genre une poupée, quoi. Hmm. Bon, Il y a quand même après, des gens qui le défendent ça, hein. alors Enfin, moi, je veux dire, je vais pas me sacrifier pour les Oscarax et tout. Je trouve aussi, enfin, là où je le défendrai entre guillemets, c'est que moi, la vérité, quand j'entends genre un réalisateur dire une connerie en interview, un truc comme ça, bébête, je me dis, oui bon, le film parle pour toi, je m'en fous de ce que tu as à me dire, et voilà, je veux dire, tu peux dire des trucs un peu dans ton coin, mais oui, mais je comprends tout à fait ce truc de détester, parce que tu détestes plus les films ou la personne, j'ai envie de dire. oh, pour la personne, s'il a envie d'être comme il est, je suis personne pour lui dire d'arrêter d'être comme ça, hein. Enfin, moi, je Hmm. m'en fous vraiment à ce stade-là. Bon, non, vraiment, je m'en fous de la personne. Il peut être comme il Oui, veut, tant qu'il fait pas de mal à la personne. Qu'est-ce que je te dis? Non, bien sûr. après les films. En fait, là où je pense que vraiment ça me saoule, c'est que Annette, j'ai quand même eu un peu d'espoir en n'aimant quasiment rien de ce qu'il a fait avant. Je me rappelle, moi, c'était un été où c'était le fameux festival de Cannes au milieu de l'été. Oui, Et j'y étais pas allé, et je me rappelle, la sauce, elle était montée, les Sparks, So May We Start. Je suis en mode, putain, c'est quand même vraiment un titre très chouette. Enfin, je oui, l'avais écouté pour aller au travail et tout. J'étais genre, putain, vas-y, très en très monte. bon titre. Enfin, en plus, la bande-annonce était très bien montée, il me semble. Ouais. En tout cas, les premières images, je me suis dit, putain, ah ouais, Bah, il y a beaucoup de belles Adam images dans la Driver. bande-annonce, on se dit, ah ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, et je vais au cinéma et je vois ce truc, je suis en mode, oh non, mais. Même la scène d'intro, t'es en mode, allez, tu sais quoi, pourquoi pas? Allez, c'est pas grave. Oui, ok, l'Oscar Axe, il fume, je sais pas quoi, tout, Oui. vous allez vomir, si tu veux, c'est pas grave. Le plan séquence, ils sont May Start dans la rue, tout le monde est content, la moto, allez, pourquoi pas? Non, après le truc, vraiment, la poupée, quoi. Non, vraiment, ça, j'y arrive pas. Enfin, après, je dis ça, et évidemment que moi aussi, j'aime des motifs qui sont complètement cons dans d'autres films, hein. Il y a Oui. chacun ses bêtes noires, hein. Mais bon, donc du coup, ouais, non, Annette, moi, je trouve que ça marche vraiment pas. Et au début de sa carrière, Et alors, le début de sa carrière, je crois avoir vu Mauvais Sang 3 fois, parce hmm, qu'il est quand même beaucoup aimé dans mon entourage, et vraiment, ça marche pas, quoi. bon, ok, oui, super, David Bowie, ta scène elle est cool, merci, Ah, moi, merci pour. enfin, je cours beaucoup et c'est la musique que je mets toujours quand je commence à courir. Donc, forcément, j'ai une Pas grande toi, appréciation. pas toi. Non, non, mais enfin, non, Mais c'est en ref en après, français. moi, je Ah, sais pas. non, non, je Et oui, plaisante. je sais bien, mais en plus, enfin, tu fais le pont, mais pour faire un mémoire actuellement sur la question, j'ai dû le citer. Hmm, Parce que les gens qui sont à New York, enfin bref, on en reparlera peut-être, oui, mais voilà. sûr. Euh, et en fait, à côté de ça, les gens qui adorent le film dans mon entourage, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais tu sais, moi, Mauvais Sang, je l'ai compris à la quatrième fois, hein. Ouais, Ouais, ok. mais ça va. Du coup, c'est censé m'aider à aimer le film. Enfin, et non, enfin, je sais pas, moi, il y a tout ce truc en plus. Enfin, je sais pas d'où ça vient, cette haine. Enfin, c'est même pas une haine, peut-être que ce qui me saoule, c'est d'abord le fait qu'on en parle autant, et Hmm, du coup, le fait de parler du fait que je ne l'aime pas contribue à ça, et c'est moi le problème, du coup. oui, Mais moi, je sais pas, il y a vraiment une espèce d'aura comme ça, avec le fait qu'il ait été assistant sur un film de Godard, il a eu d'années à la fac, que Les Amants du Pont-Neuf, film impossible. oui, Tu sais, genre, c'est un peu notre Apocalypse Now dans le cinéma français. Il est passé par plusieurs prods, on l'a racheté, il fallait vraiment que le film soit sorti. Tout ça. Et enfin, je veux dire, à la fin, t'as fait quoi? T'as fait 5 films, il y en a un que j'aime plus ou moins. Et enfin, j'aime bien Les Amants du Pont-Neuf à la limite. Voilà, hmm, mais ça me donne pas envie d'en parler pendant des jours et des nuits. Et Paula X, je serais curieux à la limite de voir sa version longue le jour où elle sera restaurée et présentée. hmm. Mais bon, à part ça, et alors pareil, moi je suis désolé, mais Holly Motors, Ouais, moi, c'est non, hein. Enfin, Holy vraiment, Motors, je suis d'accord que je suis pas un grand fan de Holy Motors aussi, hein. J'ai vraiment, même, je suis totalement et passé non, à mais en côté. fait, pareil, tu vois, je sais pas, ça se veut à la fois film ultra théorique et film ultra sensoriel, mais au final, tu vois que de la performance Hmm. partout.
Je sais pas, enfin, il y a vraiment limite le côté je prends ma revanche sur les cools et regardez comment je suis cool, quoi. Enfin, Hmm. non, enfin, je dis ça alors que par exemple, tu vois, c'est assez étonnant comment l'imagerie de Carax ne serait pas forcément le problème, tu vois, parce il me semble qu'il a été rattaché à tu sais, cette espèce de fausse vague générationnelle dans le cinéma avec, je sais plus comment l'appeler, avec Besson, Benex, tout ça, là, vachement inspiré du Hmm. clip et tout ça. Oui, le Bon, à la French, limite, je sais plus. ouais, le cinéma du look. Hmm. Voilà, il y a une très bonne page Wikipédia qui revient dessus, j'imagine. Et c'est bien Carax, c'est bon, je dis pas que de la merde. Oui. Euh, Bon, tu vois, c'est même pas ça le problème. Enfin, je veux dire, on verra avec la suite de mon bingo, mais il y a des imageries publicitaires ailleurs. Tu vois, par exemple, je sais pas, en comparant 99 francs avec du jardin, ça a beau provenir d'une œuvre de Beck BD, c'est génial. Hmm. Donc Oui. bon, je suis capable de faire des ponts qui me dérangent moins ailleurs, mais alors chez lui, je sais pas. Puis je sais pas, tu vois, je pense que c'est aussi ce côté amour torturé, comme ça, à ce point-là. Alors là, l'espèce de rattachement à une espèce de fait contemporain dans un net avec la masculinité toxique et tout ça, Hmm. ça marche pas. C'est, je sais pas, je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises, où d'un côté, il essaye de faire un cinéma très de studio poétique où euh, les formes et la construction des plans priment sur le reste, on s'en fout que ça fasse studio. Et d'un autre côté, il veut parler de choses du contemporain, enfin du coup, je sais pas, moi, ça ne Ah, je marche pas du comprends. tout. Je comprends, je Alors comprends. que, tu vois, pareil, dans la bande-annonce qu'on voit, la scène du plan des mains comme ça avec Adam Driver, je le trouve trop beau, tu vois, mais ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. Ouais, écoute, parfois on passe à côté, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas si grave que ça. Ouais, mais là, j'ai pas l'impression de passer à côté, j'ai vraiment l'impression que ça De marche pas. rentrer dedans et que Tu ça vois ce marche que pas. je veux dire? Oui, oui, non, mais je vois aussi le truc, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sous-côté, La Revanche d'une blonde, c'est ça? C'est celui-là? Ouais, alors pareil, j'en parlais avec Samir de Microciné, et c'est vrai que Carax, on est quand même un certain nombre à ne pas aimer, donc de là à dire que tout le monde aime, c'est un peu compliqué. Oui. Et c'est vrai que La Revanche d'une blonde a été quand même beaucoup aimé et apprécié à l'époque. Et ça, Hmm. on l'oublie peut-être si on ne connaît pas du tout le projet. Mais c'est peut-être aussi pour parler d'un amour qui se perd un peu dans la cinéphilie, j'ai l'impression, enfin, en tout cas de ce que j'observe, pour le cinéma hollywoodien. Et c'est vrai que en fait, La Revanche d'une blonde aujourd'hui est beaucoup appréciée, voire réhabilitée, comme vous dites Oui. en commentaire. Mais en fait, c'est peut-être pour parler plus généralement du cinéma hollywoodien et d'une certaine forme hollywoodienne qui est sous-cotée, ou alors qui n'est pas vue à sa juste valeur ou vue comme il faudrait la voir. Mais en fait, j'ai quand même l'impression que dans toute une frange du cinéma hollywoodien, si ce n'est pour dire dans tout le cinéma hollywoodien, il y a une espèce de surconscience omniprésente des intentions faites et transmises à travers du discours métaphorique qui fait que c'est quand même génial. Et tu vois, c'est pour aller très vite, ça reviendrait presque à remonter jusqu'à Hitchcock, réhabilité par les cahiers du cinéma, qui Oui. disent qu'à travers ces films de cons, en fait, il y a un propos, il y a un auteur, etc. Bon, bah, en fait, même dans des films comme La Revanche d'une blonde, où si on connaît pas du tout le film et son aura, il y a un peu un côté nunuche, un peu con, film Oui. fait pour des gamines et Bah, pas c'est pour comme les moi. teen movies qui ont En été fait, beaucoup réhabilités pendant un temps. Alors, ouais, aussi en partie, d'ailleurs, euh, ici, on avait maté une vidéo sur les teen movies, mais aussi en partie parce qu'il y avait d'autres regards qui commençaient à émerger dans la sphère cinéphile, notamment des regards féminins, évidemment, et qui disaient, bah non, ça reste des films très importants. C'est toujours, tu sais, cette dissociation des regards ouais, féminins, masculins, enfin, les hommes, ils aiment le parrain, les femmes, ils aiment Agnès Varda. Des exact. trucs du genre, ou Chantal Akerman. Maintenant, c'est Chantal Akerman. Mais, mais voilà, mais ça Ouais, et reste. alors même, il se pourrait que pour être plus précis encore, on puisse dire que ça a d'abord été réhabilité par l'université. Hmm, Il me semble qu'il y a eu beaucoup de cultural studies qui sont partis des teen movies. oui, Et alors la critique aussi, hein, bien sûr, je ne dis pas que la critique n'a pas du tout parlé ou réhabilité des films, pas du tout. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, les teen movies sont vachement plus étudiés et pris comme des objets d'étude et de compréhension de plein de oui, choses. Et en fait, La Revanche d'une blonde, c'est vrai que alors déjà le propos est quand même vraiment génial. Donc si vous l'avez pas vu, c'est une meuf qui va finir son lycée et son mec va à Harvard et elle se fait larguer. Et en gros, il lui dit, bon, bah c'est bon, là, tu deviens trop conne pour moi. Moi, maintenant, je vais passer aux avocates qui auront des carrières.
Et en Hmm. fait, elle va à Harvard pour retrouver le mec. Et en fait, bah oui, en fait, dès que tu as envie de quelque chose et que tu te donnes les moyens et que tu y mets beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de chances pour que ça réussisse. Hmm. Et en fait, du coup, il y a comme ça toute une critique de On a un raid, merci l'apparence. beaucoup. Juste, on a un raid 5 secondes. Merci beaucoup Grim Cujo pour le raid. Merci énormément. Bah oui, merci beaucoup. Évidemment. Mais pardon, on parlait du coup Merci de La beaucoup. Revanche d'une blonde, film sous-coté, évidemment, d'après Nicolas, qui est actuellement ici à Tu l'as l'écran. vu toi ou pas? Moi, je l'ai pas vu, non, mais je sais que c'est cette mode, ouais, des teen movies. Bah, en fait, j'avoue, en tant que mec, j'ai un peu cette impression-là pendant très longtemps, qui en vrai a un peu changé avec le temps évidemment, bah oui, ça a l'air d'être un film un petit peu bébête. Je vois, tu vois, là actuellement, là, il y a l'affiche à l'écran. Je vois actuellement l'affiche, je me dis, oui, bon, c'est ce genre de film un peu, film DVD, tu vois, film cash C'est ça. converter, même plus précisément, pour être Et méchant. puis en fait, je pense que là où c'est important, c'est que il faut accueillir aussi ce premier jugement et le prendre pour ce qu'il est, dans la mesure où tu es capable de changer derrière, tu vois. Oui, En fait, moi, le premier, je j'ai pas sauté dessus en mode ce film est fait pour moi. Pareil, tu vois, par exemple, un des grands chocs esthétiques dans ma vie, ça a été Girls de Lena Dunham. hmm, La série s'appelle Girls, donc en fait, elle oui, m'exclut dès le titre. Et je l'exclus en retour en disant non, mais c'est pas fait pour moi, je n'ai rien à foutre. En fait, c'est ma hmm, copine qui m'a dit non, mais mec, t'es fou ou quoi? Si, si, il faut que tu regardes. En fait, oui, c'est évidemment hyper essentiel. C'est un sommet de l'histoire des séries. Enfin, oui, bref, il y a... Mais après, faut aussi accepter la manière dont on reçoit les choses et après les remettre en question. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on reçoit d'une manière qu'on critiquera plus tard. Et tant qu'on est capable de changer là-dessus, il n'y a pas de problème, tu vois. oui, normal. Mais La Revanche d'une Bande est quand même un teen movie particulièrement impressionnant. Et dans cette vague de films qui ont l'air d'être des films pour des meufs, et en fait, ça devrait vraiment concerner limite plus les mecs que les meufs, tellement ça nous en apprendrait à nous, mais en fait, ça devrait concerner tout le monde. Je le rattacherai aussi, par exemple, à Le Diable s'habille en Prada, Hmm. parce que c'est deux films qui ont cette imagerie-là, mais qui, en fait, avant toute considération politique, féministe ou quoi que ce soit, sont des films au rythme impressionnant. Hmm. Et alors là, pour parler de... Du coup, je fais un mémoire sur les frères Safdie en ce moment, et j'ai revu Le Diable s'habille en Prada, et enfin, pour des raisons complètement décorrélées. Et en fait, enfin, du coup, je voyais mon sujet de mémoire partout, je me dis, putain, mais c'est quand même vraiment un film safdien dans le rythme. Et en fait, c'est des films où la punch va ultra vite. T'as pas Oui. de temps mort. Et en fait, sur ça, il faut se rappeler quand même que le cinéma hollywoodien, à son meilleur, est capable de ça. Et évidemment qu'il y a des choses irregardables, il y a des trucs vraiment nuls. C'est un cinéma qui est dominant hégémoniquement, et pour ça, on peut le critiquer et on doit le critiquer. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais quand même, le cinéma hollywoodien a des qualités, et porté à un certain niveau, son rythme est une qualité qui, moi, vraiment me fait péter un câble au cinéma. Du coup, dès que je le mettais dans la case sous-côté, c'était peut-être pour parler de ces qualités-là que peut Hmm. avoir le cinéma hollywoodien et qu'on peut avoir tendance à relayer, enfin reléguer, à balayer, je vais y arriver, un peu vite. Bah, c'est toujours de toute manière le cliché presque qu'on se fait du cinéma américain quand on est cinéphile éclairé, entre guillemets, c'est de se dire ouais, mais c'est tout pour le divertissement, tu vois, ce côté-là. Mais reste que du coup, tout pour le divertissement, ça reste vachement divertissant. Genre vraiment ça. Et du coup, Ouais, aussi. et puis c'est des machines à punchline, à Hmm, blague, enfin bien voilà quoi, sûr. Et, c'est fait de ça quoi. et je voulais juste conseiller du coup la vidéo sur les teen movies qu'on avait maté ici en live, du coup par Zoé Trop. Excellente vidéo, je crois qu'il y a une chercheuse qui intervient au milieu, je ne sais plus son nom, qui réhabilite un petit peu les teen movies, qui fait une historicité des teen movies. Vraiment, une vidéo très très intéressante, je trouve que voilà, c'est à conseiller, je vous l'ai mis dans le chat. Donc voilà, et ça cite également Et But puis I'm a alors pareil, Cheerleader. Voilà. Pardon, vas-y. mais en fait, ce qui est impressionnant, je pense, et qui est aussi intéressant, c'est de venir avec ses préjugés et se rendre compte de ce dont sont faits les films. Et moi, je me rappelle, par exemple, Mean Girls, je l'avais vu dans une obscure soirée avec des copains, des copines, et en fait, au milieu du film, tu te dis, mais c'est hyper dark quand même ce qui arrive à ces Ouais. gens-là. Enfin, et tu vois, pareil, enfin, en fait, je trouve que dans ce que raconte le teen movie, cette époque qui est quand même tellement fondatrice et importante dans la vie d'un Français, d'une Française, des Occidentaux comme nous, enfin comme tout le monde, j'imagine quasiment. C'est un moment où on se construit, c'est un moment où on est
en face de gens qu'on ne reverra sans doute jamais dans notre vie et qui vont prendre des parcours ultra différents. Tu Mm. vois, pareil, dès que tu regardes ta classe de lycée, il y a peut-être quelqu'un qui est devenu un sportif ultra célèbre, d'autres qui sont devenus fonctionnaires, d'autres qui sont devenus cinéastes comme toi, enfin, ou youtubeurs ou twitchers, ou ce que tu Oui. veux, d'autres qui ont. Tu vois, il y a comme ça une espèce de pluralité de parcours qui sont unis au même moment pendant un an. C'est hyper long, on a le temps de devenir hyper proche et tout ça. Et on se dit des choses horribles. Enfin, je veux dire, Mm. on se traumatise, tu vois, ou alors on est traumatisé si on traumatise personne. Enfin, je m'égare. Enfin, Oui. bref, c'est une période ultra violente, quoi. Genre, et le teen movie se fait aussi le reflet de ça. Mm. C'est quelque chose que j'avais, moi, dès que j'ai un peu commencé à regarder en déconstruisant ce que je fais, je me dis, putain, mais en fait, l'affiche, elle a beau être rose, paillettes, bonbons, ce que tu veux. Skin, c'est pas très loin et enfin, il n'y a pas tellement un grand écart, tu vois. Mm. C'est un autre rapport à l'image, c'est pas du Hollywood, etc. Mais finalement, dans ce qui est dit, dans ce qui est critiqué, dans ce qui est montré, on est quand même finalement pas si loin, quoi. Mm. Ah, tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Voyez La Revanche d'une bombe, c'est très bien. Et puis le dénouement de ce film, Tout politique à fait. cinéma, très bien. Voyez La Revanche d'une blonde. Et voyez également, même si tu l'as mis en surcoté, À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Euh, Oui. Bon, allez, je te rejoins. Non, non, non. Non, mais en vrai, Non. pourquoi pour toi c'est surcoté? Bon, je vais mettre le clip de section. Non, mais pourquoi pour toi c'est surcoté comme film? Parce que oui, évidemment, il est très très bien, Alors, c'est pas très très sur le haut côté, côté. c'est un film qui a la cote, on peut dire ça. Ouais, C'est un film qui a la cote et si on se place en historien, on peut dire que le film a eu une certaine place dans l'histoire du cinéma. une grande place, je pense On qu'on peut dire peut. ça. Même moi qui aime pas Bon, trop le film, maintenant, oui, il a une grande place. on peut dire que voilà. Là, moi, je l'ai mis dans cette case-là parce que je trouvais ça euh, bien, me donner la possibilité de parler sur ta chaîne du fait que le cinéma de Godard a duré quelques années et ne s'est pas arrêté à 68. Oui, Jean-Luc Godard est un cinéaste qui a fait de nombreux films, y compris après 68. Et bon, foutez-nous la paix avec ces années 60. Oui, c'est très bien, cool, bravo. Il a fait d'autres films. oui, On peut parler de ces autres films. Et c'est là que ça devient clairement. génial. Donc, du coup, je voulais dire surcoté dans le sens où la décennie 60 de Godard est quand même surcotée par rapport au reste. Oui, moi je Et suis d'accord. Et c'est dur de rentrer dedans, hein, vraiment, d'ailleurs. C'est dur de rentrer. Alors, c'est un peu dur, je dirais, de rentrer dans ce qui se passe dans les années 60 pour Godard. C'est quand même encore plus dur, peut-être, de rentrer dans Radio au langage. Moi, je sais que mon premier Godard, j'avais genre 13 ans. C'était un pote qui m'avait envoyé Adieu au langage et qui m'avait dit regarde ça, c'est trop drôle. Et oui, forcément, hein. Je veux dire, t'as 13 ans, tu et mates tu ça. regardais La Revanche d'une blonde. Voilà, j'aurais préféré regarder La Revanche d'une blonde, évidemment. Mais c'est sûr que tu as 13 ans, tu mates Adieu au langage, mais tu te dis, mais Godard, c'est un branquignol de première, quoi. Et plus tard, bon, je comprends un peu plus, mais effectivement, son cinéma expérimental, bah, ses films plus récents, on va dire, type Le Livre d'images, parce que j'imagine tu penses beaucoup à ça, beaucoup à Histoire du cinéma aussi. Ouais, mais en fait, pas que, parce que moi, du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec Jean-Luc Godard au début, parce que justement, je voulais rattraper tous ses chefs-d'œuvre, donc toutes ces années 60. Hmm. En fait, c'est des films dont je me suis senti tellement exclu au premier visionnage que ça m'a fait un espèce de blocage. Et en fait, je ne peux pas bloquer sur Jean-Luc Godard. Enfin, je veux dire, je vais pas être le seul con au monde à être en mode ah ouais, non, mais Godard, je suis quand même beaucoup bloqué, moi, j'arrive pas beaucoup. Ouais. Et en fait, bah, du coup, je suis allé voir ailleurs. Et en fait, dès que tu prends même ces années 70, par exemple, alors enfin, excusez-moi si je fais un peu le ton professoral ou quoi, mais si vous êtes quand même vachement politisé, que vous êtes plutôt de gauche, Oui. tout ce qu'il a pu faire avec Dziga Vertov, c'est passionnant. Et Hmm. c'est une forme complètement différente. On peut te faire rentrer par Godard par un autre Godard, dans l'œuvre Godard. Je pense notamment à Lutte en Italie que j'avais adoré. Et après, il avait fait alors, si vous ne le savez pas, Godard, il s'est exilé de Paris à un moment donné pour aller vivre Oui. dans une ville de camp, genre à Bordeaux, je crois, ou non, Grenoble, à Grenoble. Oui, voilà. Et il a Dans notamment travaillé l'Ouest. avec Anne-Marie Mézil. Ouais. Il a fait un film qui s'appelle Numéro 2, et impressionnant, où il filme une famille ouvrière dans un format vidéo fou. Il y a une scène de cul qui fait penser à la télé-réalité. Enfin, genre, comme ça, t'as plein de trucs abyssiniques Hmm. et qui ne ressemblent pas du tout au Godard des années 60. Donc en fait, ça m'a aussi décoincé le cul, genre,
Bah, Godard, en fait, c'est pas que le mépris à bout de souffle, quoi, tu vois. Comme Oui, ça, il y a plein de Godard qui existent. Et après, par exemple, c'est- moi, à sa mort, j'avais découvert, pour le coup, le film qu'il avait fait avec les Rita Mitsuko. Hmm. Euh, alors, je confonds parce que je les avais enchaînés. C'est pas Soigne ta droite, si. Parce qu'il Alors, en a attends. fait énormément hein, depuis 68. On retient à bout de souffle et à Ah ouais, chinoise des trucs du genre, mais sinon il en a fait énormément, hein. c'est Soigne ta droite, où en Hmm. gros, Godard se met en scène lui-même et il joue un idiot. Et je crois que c'est inspiré de l'idiot de Dostoïevski. Hmm. Et, euh, et en fait, t'as les Rita Mitsuko au milieu. Et genre, ceux qui font, c'est fou furieux. Enfin, Moi, je, con- ça m'avait vraiment choqué, quoi. J'étais en putain, mais pourquoi c'est pas ce Godard-là dont on parle, en fait? Moi, Enfin, je du coup, il y conseille a. aussi parce que je conseille évidemment de regarder tout ce que tu dis. J'ai pas tout vu de tout ce que tu as dit, mais tout ce qu'a fait Godard, effectivement, post 2000, même bah, entre 68 et 2000, c'est ultra intéressant. Mais je conseille aussi le docu d'Arte sur Godard qui revient un peu sur cette période-là, sur toute la démarche en fait d'Ika Vertov, qui est très étrange, effectivement, où tu te dis, mais enfin, pourquoi les films sont comme ça? Et c'est en fait juste de la mentalité de. Ok, comment il filmerait tel réal? D'accord. Mais c'est quoi l'inverse de ça? Enfin, que des trucs comme ça où c'est beaucoup de réflexions en fait autour du cinéma et avec aussi pareil de la déconstruction de c'est quoi Godard, etc. Et avec toutes ces controverses aussi parce qu'il n'a pas été exempté de ça. Mais bien sûr, ça a De été quoi? de quoi? De quelle controverse? Ah, bah notamment ça aborde le côté est-ce que Godard est misogyne? Mais mais ça c'est Ah tout oui, un débat. ouais. C'est aussi pour ça que ces années 60, ouais, je pense qu'il y a encore des grands textes à écrire sur le Godard des années 60 vis-à-vis de ça, ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même un cinéma à regarder. Et autant, voilà, à bout de souffle, voilà, c'est très bien pour l'histoire du cinéma, ça a été très important. Mais le reste de Godard, effectivement, je te rejoins, est plus intéressant, Et quoi. après, pareil, je crois que sur YouTube, il y a son court-métrage Je vous salue Sarajevo, qui Hmm. dure 2 minutes. Oui, Et en fait, c'est peut-être 2 minutes qui peuvent changer le regard qu'on a sur Godard. Si comme moi, vous avez eu un blocage, enfin, juste, là, juste, c'est beau, c'est tout. Enfin, le, la voix off est magnifique. Ah, il est pas sur YouTube? je vous salue Sarajevo. Alors attends, Ouais. je vous salue Sarajevo, je crois que. Oui, Ah, oui, là, on est vraiment il y sur. est. C'est ultime, quoi. Enfin, je veux dire, là, ouais, sur ça, bon, voilà. Mais tout comme il y Après, a. bon, bah, si vous êtes sportif, histoire du cinéma, faut se les frapper, mais c'est. Ouais, Une fois que vous êtes tout dedans, à fait. c'est vraiment hypnotisant. Enfin, Et tout comme, comment il s'appelle, Notre musique, d'autres, ouais. évidemment. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et après, l'image, bien évidemment, Oui, c'est génial. voilà. Et Et- scénario, et bah, qui est sorti récemment, je crois, en plus. Donc voilà. Ouais, ça. Pourquoi j'aime ça, The Black Balloon? Alors, je ne connais pas. Alors ça, j'ai un lien Vimeo si tu veux le donner pour que les gens puissent. Mais Ah, en fait, le film est sur Vimeo. Et c'est un court-métrage de Frères Safdie que vous pouvez, mais que vous devez regarder, hmm, parce que c'est trop bien. Bah voilà, donc je pourrais parler de mon tu peux le mémoire mettre. ici. Je le mets dans le bingo, c'est ça? Ouais, ouais, tu peux le mettre là. Au moins, les gens Voilà, donc pourront le normalement, voir. vous y avez accès directement via le lien, il n'y a pas de mot de passe. Très, très bien. Bah, si c'est Euh, public, de toute façon, ça devrait aller. ouais, Mais ouais, ouais. pourquoi, du coup, pourquoi tu te lances cette réflexion-là de pourquoi j'aime ça face à ce film? Bon, alors déjà, les frères Safdie, c'est quand même une des grandes puissances du cinéma que de pouvoir nous mettre en émotion avec des gens qui n'ont aucun rapport avec nous. Hmm, Des gens qui habitent à New York, et enfin, si tu prends le cinéma dans son ensemble, et tu peux rentrer en émotion avec des Argentins, des Taïwanais, qui tu veux. bien sûr. Enfin, il y a quand même cette notion, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est cinéphile, et moi, c'est pour ça que ça me dérange pas de regarder autant de films, mais tu as quand même la possibilité de voyager, de voir comment est faite la vie partout dans le monde, partout dans le temps aussi, depuis la création du cinéma, quoi. Donc, enfin, c'est quand même assez beau. Et moi, le cinéma des frères Safdie m'a posé des questions au point d'en faire un mémoire de recherche que je suis en train de finir actuellement. Bonne Donc, chance. je me suis beaucoup posé la question de pourquoi j'aime le cinéma des Safdie. Et découvrant tous leurs films et terminant leur filmographie, je tombe sur The Black Balloon, donc un court-métrage qu'il réalise en 2012
Déjà, premier fait intéressant, le court-métrage est réalisé alors qu'ils ont déjà fait leur premier long-métrage. Ouais, ils sont revenus au court-métrage, quoi. Ouais, donc en fait, les Safdie, ils ont fait en commun Lenny and the Kids, qui est leur premier film officiel, entre guillemets, ils l'ont fait en 2009. T'as un des deux, alors je sais plus lequel, je crois que c'est Josh, ouais, c'est ça, Josh, qui fait The Pleasure of Being Robbed, qui est le premier film en solo, du coup, de Josh Safdie. Hmm. Et en gros, les Safdie, ils ont commencé le cinéma, eux, ils sont allés à la fac, et ils ont créé un collectif qui s'appelle Red Bucket Film, dans lequel ils ont vachement expérimenté plein de choses différentes. Donc, et ils ont fait plein de courts-métrages, ils ont fait plein de choses que moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas retrouvées. Donc, si vous avez tous les films de Red Bucket, allez me voir s'il vous plaît, ça m'intéresse. Mais bon, et donc du coup, The Black Balloon, c'est un peu, j'ai l'impression, considéré comme le court-métrage terminal final de ce qu'ils ont fait avec Red Bucket. Hmm. Et du coup, ça a été financé par Andy Spade, qui est cité à l'écran. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un mec qui leur a donné de la thune en mode ouais, faites ça. À la base, c'était un peu une commande qu'ils ont détournée. Enfin bref, Hmm. il y a ce truc. Et c'est un film purement safdien. Donc, si vous. Alors, tu vois, en plus, il y a Sean Price Williams qui a été leur chef-op et qui après a fait The Sweetest. Il y a vraiment tout le cinéma des Safdie, jusque dans les contributeurs et les contributrices à l'œuvre. Tu vois, il y avait Eleanor Hendricks qui a été citée, qui est des actrices fétiches des Safdie. Les thématiques des Safdie sont là. T'es sous pression, c'est New York, il y a des questions d'émancipation et tout ça. Mais le personnage principal est un ballon gonflé. Hmm. Ah oui. Et voilà, donc en fait, j'ai regardé ça et j'étais en mode, putain, mais vraiment à la fin, enfin, le frisson, quoi. Limite, j'ai versé ma larmichette. Le ballon noir, il va pouvoir retrouver ses copains les ballons, quoi. Et là, tu te dis, ok, donc là, je suis ému par un ballon qui s'est retrouvé enfermé contre son gré et qui a perdu ses copains. Ouais, ok. Va falloir en parler quand même, c'est assez fort. Et voilà, donc en fait, c'est surtout pour la capacité de se mettre en empathie pour un ballon. Je sais pas si tu as déjà été empathique envers un ballon, mais bah, moi, Pas oui. tellement, non. Et à le devenir à votre tour parce que c'est vraiment un film magnifique et qui montre en fait. Enfin, du coup, je suis désolé, mais moi, les Celtics, là, j'en bave et j'en parle tous les jours sur mon mémoire. Donc, j'ai l'impression que tout est safdien et que les Celtics ont fait les trucs les plus géniaux de la Terre, alors que, bon, ils sont pas les seuls à être des génies. Hmm. Mais en tout cas, je trouve que le court-métrage a cette puissance de comprendre les enjeux du court-métrage. Parce qu'on ne peut pas construire scénaristiquement, émotionnellement, un court-métrage de la même manière qu'un long-métrage. Et en fait, ils arrivent à, dans la forme du court-métrage, à synthétiser le reste de leur œuvre qui va venir après. Hmm. Donc, Mad Love, New York, Good Time, Uncle James, tout est déjà là-dedans, à travers un ballon. Et je sais pas, moi, pour moi, à partir de là, tu peux. Enfin, pareil, c'est limite, ça te redonne confiance dans le cinéma de te dire, putain, mais c'est vrai que je peux me. Le cinéma a cette puissance-là, quand il me touche à son maximum, de m'émouvoir d'un ballon, Oui. m'émouvoir de n'importe quoi. Je peux m'émouvoir des choses les plus antagonistes à moi. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement au cinéma. Et peut-être pour boucler sur d'autres choses qu'on a dites par ailleurs, mais par avant, mais d'être capable. Enfin, en fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au cinéma que de rentrer en empathie avec des gens avec qui on serait antagoniste dans la vraie vie, tu vois, que ce soit, je sais pas moi, enfin, je ne serais pas genre un bourreau, un fasciste ou n'importe quoi, et Oui. te dire, putain, mais même ce mec-là qui serait genre vraiment l'opposé de moi, ou en tout cas, j'espère, enfin, vraiment un antagoniste, bah, ce mec-là a aussi ses raisons, ce mec-là fait ça aussi pour cette raison-là et tout. Et en fait, je pense que ça renforce ton logiciel politique d'être capable de te mettre à la place, y compris de ton adversaire, pour mieux comprendre les Hmm. structures, pour mieux comprendre Hmm. comment on arrive à ça, Et là, ton etc. adversaire, c'est un ballon noir, quoi. Et là, c'est pas un adversaire, c'est un petit ballon noir qui est mignon, qui est perdu dans New York et qui va retrouver peut-être ses copains et ses copines des ballons, mais ça, je vous le Hmm. dirai pas. Et pareil, quoi, les courts-métrages. Le plan enfin, le plan typique de la foule new-yorkaise avec juste le ballon qui est au milieu, ça, par contre, Et en fait, c'est là où c'est magnifique. Tu vois, dans ce plan, t'as rentre l'impression que dedans. le ballon marche, fait Ouais, partie de ouais. la foule. Non, c'est fou, hein. Fou furieux, quoi. Et je sais pas comment ils ont eu cette idée-là, mais Comment ils ont fait, enfin, moi, même, déjà, parce que respect, quoi. c'est... Tu Putain, ouais, c'est compliqué. Enfin, vois, j'imagine d'avoir que une c'est idée le vrai New aussi York avec folle. les vrais New-Yorkais, en plus.
Ah ouais, c'est ça, vous connaissant les Safdie, c'est leur méthode de tournage avec des longues Ouais, focales et d'avoir une idée aussi conne, d'en faire un truc aussi beau et poétique, c'est non, c'est vraiment trop c'est fort. fort. Enfin, vraiment, donc, C'est fort, c'est fort. Et voilà. ça nous dit Oudsa Hussein qui a fait un film avec un ballon rouge aussi à Paris, visiblement le voyage du ballon rouge. Donc Ouais, à rajouter peut-être dans ton mémoire. Donc je sais pas. Alors après, là, étant donné que la, la singularité, ou en tout cas le motif safdien par excellence, c'est quand même la capture du rythme et de la frénésie de la vie new-yorkaise. Bah, du coup, même si c'était calqué là-dessus, il y a quand même une singularité à l'œuvre. Enfin, oui, pour moi, genre, tu vois, ça je vois. en fait, même dans les valeurs de plan, les dispositifs formels, enfin, c'est du sati pur, quoi. Donc, même si enfin, le film reste quand même aussi fort, quoi, moi, je trouve. Mais je connaissais pas, je vais m'enseigner, merci pour la ref. Très très bien. L'influence des Safdie pour ce film, c'est Pixar, l'invité doit le savoir. Bah, c'est vrai que ça ressemble, enfin j'allais dire parce que moi, enfin ce que tu disais par rapport au fait de ressentir des émotions, même pour un ballon, même pour n'importe quoi, j'ai envie de dire, Ouais, moi ça me fait penser à tout ce débat, enfin il y avait une sorte de débat au début de l'animation par ordinateur de se dire ouais mais on peut pas ressentir on peut pas ressentir des émotions pour des trucs faits par ordinateur, bah si on peut ressentir des émotions pour un jouet pour une voiture, pour n'importe quoi, tant que c'est animé de vie, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est ça la ouais, c'est force, ça. effectivement. Effectivement. Musique magnifique, Sexy Dance 3. C'est alors, je crois que c'était cité par Antoine Goya. C'est parce que c'est bien ça, c'est Sexy Dance 3, si je ne me trompe pas. Je sais pas ce qu'il a cité. Bah, oui, non, mais toi, ce que t'as mis dans ton bingo, pardon. Oui, moi j'ai mis Sexy Oui. Dance 3, oui. Parce que moi, à chaque fois, je me dis, ah, quand même, Sexy Dance, tout ça, mais ça reste quand même que, effectivement, c'est un film qui fait des refs à Chantons sous la pluie, etc. Donc mais pourquoi pour toi, c'est une musique magnifique particulièrement? Et bah écoute, en vrai c'est rigolo parce que c'était pas prévu, mais le film fête ses 15 ans pile poil demain. Demain, on fêtera les 15 ans de la sortie de Ah, Sexy Dance 3 18 août en France. 2010. Voilà. Et en fait, j'écris dans les invoques, le texte il sort demain, un texte sur l'anniversaire de Sexy Dance 3. Et en fait, en voyant des extraits, en retravaillant un peu le texte et le film, euh, c'est assez impressionnant comment le film est une espèce de capture de l'essence, d'une certaine essence des années 2010. Hmm, Et un ton hyper naïf. Enfin, par exemple, c'est rigolo comment Internet n'est pas dans le film, mais partout. oui, Tu as ce principe de l'acteur principal qui va filmer ses copains, ses copines et tout ça pour faire un documentaire. T'as déjà un peu le côté MySpace, le côté on se rend compte par. Tu vois, le vlog. numérique va nous sauver de tout un tas de questions qu'on se pose et tout ça. Et en fait, l'un des principaux. Enfin, une des principales réussites du film, à mon sens, c'est la bande originale, qui est une bande originale qui capture parfaitement les années 2010. Et Hmm, en fait, j'avais trop la peine de citer un compositeur parce que j'ai une culture musicale, enfin de compositeurs éclatée au sol. Même moi, j'ai des défauts, ça arrive. Et, euh, et en fait, c'est vrai que tu réécoutes Madcon, Begin ou Club Cantadelmi de Florida, t'as les scènes en tête, quoi. Donc c'est quand même peut-être ça qui est alloué dans la bande originale d'un film. Et en fait, ça me permettait aussi de parler de ce film que je trouve vraiment génial. hmm. Et, et voilà, quoi. Donc ça a très bien vieilli dans cette espèce de joie enfantine et innocente qui reste et qui est vraiment qui capture quelque chose, je pense, de l'ère de l'esprit 2010, tu vois, genre Facebook. C'était encore génial, il n'y avait pas le côté pour oligarchie, Elon Musk, Stalking, nos réseaux sociaux oui, tout sont ça. fascistes, ça devient des lieux de lutte et de pouvoir. Là, on était vraiment en mode, waouh, bah, avec Facebook, je vais rencontrer mon meilleur ami Ouais. et je vais faire des concours de danse. Enfin, tu vois, il y a vraiment de ça et c'est très beau. Et oui, comme vous dites dans le chat, John Chu, après, il a quand même fait Wicked. Hmm, C'est quand oui. même cool. Et alors après, du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été matrixés à l'époque par l'acteur là qu'on voit, Mousse, qui est joué par Adam Servi quelque chose. Et si tu veux découvrir une archive saut années 2010 d'Internet, sur YouTube, marque ACDC John Chu. Ou ACDC Miley Cyrus, ouais. ACDC John Choo. Alors, Ouais. c'est En fait, si celui-là? tu veux,
Ouais, ACDC, c'est un groupe qu'ils ont monté, John Chu et Adams, je crois qu'il s'appelle Adam Servi, un truc comme ça. En fait, c'est Mhm. leurs initiales, ça fait Adam Chu Dance Company. Et en gros, ils ont fait une espèce de battle avec Miley Cyrus. Genre, mais regarde, mais Ok. tout est 2010. Je sais pas si tu peux mettre le son ou Ouais. si ça va te faire des droits, des trucs de merde, mais Bon, genre, ça devrait aller. Si c'est en fond comme toi, ça devrait aller. Mais et qu'on déjà, parle j'ai par-dessus. une vidéo en Ah 240p. ouais, C'est quand la dernière déjà à fois que t'as vu une l'époque, vidéo c'est 2010, en... il y a 17 ans visiblement, en 360p maximum, Ah, sinon pardon, c'est impossible. 360. Oui, Ouais, et ouais, en fait, putain. même ça, il y avait un peu ce côté, le YouTube amateur et pas du tout professionnalisé, tu Ouais. vois. Moi, du coup, je trouve que ça renvoie vraiment à une période historique qui est datée et finie, dans laquelle on n'est plus du tout. Et la musique de ce film me renvoie à ça. Hmm. Et voilà, tu vois, genre, regarde, le mec, il est trop content de son effet avec l'ombre. Désolé, mais Poétique Cinéma, tu vois, En doit même temps, c'est revenir à trop ça, en fait. rigolo, c'est sûr. Enfin, oui, c'est vraiment cette période-là, début de YouTube, le numérique est accessible un peu pour tout le monde en plus. Oui, voilà, tu vois, c'est vraiment l'époque prank, chatroulette. Tu sais, le Ouais, mec qui avait fait Call Me Maybe sur chatroulette, enfin, ça doit être à peu oui, près la même époque. Et vraiment le côté YouTube amateur, quoi. Il n'y avait pas le truc, on va en faire une carrière, une perspective professionnelle, ça ouais, va être ouais. récupéré après C'était par. pas monétisé. Moi, c'est la grande époque. Enfin, il y a Google. beaucoup de vidéastes qui parlent de ça en mode la grande époque de YouTube, c'était avant que ça soit monétisé parce que tout le monde faisait ça pour le fun et puis on s'en foutait. On se disait oui, bon, on va être un peu connu peut-être et puis voilà. Mais oui, c'est sûr que c'était dingue quoi comme époque. Hein. Toute l'époque Donc Smosh. rétroactivement, ça nous permet quand même de voir un peu tout le parcours et le voyage des outils qu'on utilise au quotidien, ce qu'ils sont devenus, d'où ils viennent. Hmm. Euh, voilà, et du coup, le film fête ses 15 ans demain. Très très bien. Et vous pourrez lire Euh, l'article dans les Inrocks du coup de ça Nicolas. sort demain.